C'est la plus grosse plateforme B2B au monde, la plus grosse base de données B2B au monde. Qui dit monde pro dit il y a les patrons sur LinkedIn. Et du Mmh. coup, les salariés, ils se sentent un petit peu surveillés. La vraie compétence sur n'importe quelle forme de création de contenu, ça n'est pas créer du contenu, c'est comprendre l'être humain en fait. Il y a un effet LinkedIn. L'effet LinkedIn, c'est de dire pas ce que tu penses, mais ce que tu veux que les autres pensent de Mmh. toi. Je pense déjà, dès le début, il faut faire le deuil avec une chose. Il faut accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et encore Mmh. plus sur LinkedIn. Si t'es pas gêné par la première version de ton produit, c'est que tu t'es lancé trop tard. Un algo ne guidera jamais les humains sur qu'est-ce que on doit voir sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt les humains qui guideront l'algo sur qu'est-ce qu'il doit nous montrer. Et c'est pour ça que les gens qui disent ouais, en ce moment l'algo il est pas avec nous et tout, non, c'est pas vrai. C'est qu'en ce moment les humains ne veulent pas voir ton contenu. Si ton post n'est pas vu, n'est pas liké, c'est juste que ton post était nul. À 99% du temps, c'est ton post, si il est nul, il ne sera pas vu parce que personne veut liker et commenter. Tout simplement. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai été à Genève sur la même scène que Gims pour faire une conférence et ça, c'est grâce à LinkedIn. Léo, bienvenue dans ce podcast Deep Talks. Merci de ta présence. T'es le premier profil que j'ai en podcast qui a une expertise particulière à LinkedIn, qui est une plateforme particulière. Jusqu'à présent, j'ai eu des experts de plein de thématiques, de neurosciences, de marketing sur YouTube, Instagram, mais très peu de LinkedIn. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est justement de creuser cette expertise-là Ouais. sur un plan et un angle que tu abordes peut-être moins dans tes différents contenus, qu'on peut retrouver d'ailleurs. Je mettrai évidemment le lien vers tes différents profils en description de ce podcast. J'aimerais creuser un peu plus les fondements, ce qui régit vraiment la plateforme LinkedIn, ce qui fait de cette plateforme une plateforme différente et unique dans le marché de manière générale du réseau social. Dans un premier temps, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'une manière fondamentale et générale, qu'est-ce que tu penses de LinkedIn? Pourquoi est-ce que pour toi, cette plateforme-là, parmi toutes les plateformes sur lesquelles on peut se mettre en avant, notamment dans le monde pro, pourquoi est-ce que cette plateforme-là, elle est si unique, si différente à tes yeux? Alors bon, déjà, merci. Je vais quand même démarrer en te remerciant. Ça fait plaisir. Je suis content d'intervenir dans ce type de podcast qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, pour le coup, merci beaucoup. Euh, Pourquoi LinkedIn et pourquoi pour moi aujourd'hui LinkedIn est différent des autres et on devrait vraiment s'intéresser à LinkedIn? Tout simplement parce qu'en fait, je sais pas si tu as vu, mais ça fait des années que LinkedIn a un historique de réseau social où on trouve du travail. Tu sais, c'est un petit peu un CV interactif, c'est un réseau social un petit peu où on s'ennuie dessus ou quoi. Et la preuve, si tu vas télécharger l'application LinkedIn sur l'App Store, sur le Play Store et tout, tu verras qu'il y a écrit LinkedIn : trouver un emploi. En fait, C'est vrai. c'est encore une plateforme qui est vue pour ça, alors que aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet à énormément d'entreprises. C'est la plus grosse plateforme B2B au monde, la plus grosse base de données B2B au monde, qui est présente aujourd'hui sur Internet, accessible à tout le monde. Et rien que pour ça, pour moi, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est qu'à partir du moment où on a un business et qu'on se rend sur la plus grosse base de données B2B au monde, en fait, directement, le marché est beaucoup plus intéressant qu'une plateforme qui a été principalement conçue pour le divertissement et le comment dire, et le B2C, tu vois? Mmh. Par exemple, du Instagram, du TikTok et tout, c'est très bien. Moi, je trouve des clients sur Instagram, tout ça, cet après-midi d'ailleurs, j'ai signé là un très bon client grâce à Instagram. C'est très bien, mais ça a été de base prévu pour le B2C, pour partager, ses vacances, tout ça. Alors que LinkedIn Ouais. a été prévu pour le monde pro. Donc, tu vois, il partait déjà sur quand même la bonne vision dès le début. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, pour préparer ce podcast, ce que je me suis dit, et je l'avais jamais fait, c'est regarder l'historique de LinkedIn. Quand est-ce que ça a été créé, par Ouais, qui, et qu'est-ce qu'il en pensait. Et du coup, bah, j'ai regardé les citations de Reid Hoffman et ce qu'il expliquait sur la création de LinkedIn. Et il y a une citation qui ressort et qui, pour moi, est hyper intéressante d'un point de vue, justement, aspect fondamental de LinkedIn et ce qui fait que cette ouais, plateforme est différente. Et je voulais que tu réagisses dessus. Ce qu'il dit, alors c'est une citation en anglais, je vais essayer de traduire en direct, c'est: le contexte compte. Euh, la personne que tu es au travail est différente de la personne avec qui, que tu es avec tes amis et ta famille. En honorant cette distinction,
on a créé quelque chose de différent. Et ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on a tous ce sentiment-là de pas être la même personne dans le privé et dans le pro. Et ce qu'a permis LinkedIn, et dès sa naissance et dès sa conception, ça a été pensé comme ça, c'est de permettre à la personnalité qu'on a, parce qu'on a une espèce de double personnalité au travail versus, et quand je dis au travail, c'est même dans sa boîte versus dans sa vie perso. Ouais. Et cette personnalité pro, on pouvait l'exprimer dans aucun réseau social, ni à l'époque, ni maintenant, si ce n'est sur LinkedIn. Et je pense que c'est vraiment ça qui marque la différence, c'est que on peut exprimer cette personnalité-là qu'on a uniquement sur LinkedIn. Si jamais je fais le même post très pro sur Insta, il y a un côté où la plateforme elle est pas faite que pour ça. C'est-à-dire que je vais pas retrouver que ça sur la plateforme. Et je pense que c'est vraiment ça qui marque la différence. Typiquement, je pense que je mettrais aucun contenu de type vlog pur, c'est-à-dire Oui. sans contexte pro sur LinkedIn. Ça n'aurait pas de sens parce que cette plateforme est là, elle est là surtout pour la personnalité pro que j'ai, plus que pour la personnalité perso. Je sais pas ce que tu en penses de cette espèce de ouais, de vraiment spécificité de LinkedIn par rapport à ça. En fait, tu as raison, c'était fait pour ça et en même temps, je trouve qu'il y a eu un effet négatif qui s'est créé sur LinkedIn et pour le coup, c'est vrai que les autres réseaux sociaux, ils gagnent un point sur ça. Mmh. C'est que LinkedIn, ça a été fait pour partager le monde pro. Donc c'est-à-dire, partager ses heures au travail, partager ses compétences et son expérience et tout. Sauf Mmh. que, ce qu'il faut se rappeler, c'est que LinkedIn, qui dit monde pro, dit il y a les patrons sur LinkedIn et du Mmh. coup, les salariés, ils se sentent un petit peu, surveillés et du coup, ils Mmh. vont pas partager ce qu'ils aimeraient réellement partager. Je sais pas si tu connais, il y a un effet LinkedIn, on dit ça souvent, comme ça. L'effet LinkedIn, c'est de dire pas ce que tu penses, mais ce que tu veux que les autres pensent de Mmh. toi, tu vois? Et c'est ce qui s'est créé un peu avec LinkedIn, c'est que vu qu'on est sur une plateforme où, bah, ton supérieur, il pourrait te juger, bah, au final, quand tu vas avoir une publication, tu es peut-être pas d'accord avec elle, mais tu vois que ton supérieur, il a liké, tu vas aller liker et la commenter pour lui montrer que tu es autant d'accord que lui. Mmh. Donc ça, c'est un effet négatif qui s'est créé avec LinkedIn, qui est de moins en moins présent aujourd'hui avec la société actuelle, tu sais, où on parle beaucoup de, heu, les salariés doivent être beaucoup plus libres, ils doivent avoir Mmh. le droit de penser, tout ça, contrairement à avant où c'était très, très fermé, sur cette partie. Et du coup, on hérite un peu de cet historique et aujourd'hui, la plupart des gens, ils osent moins s'exprimer sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux parce que justement, ils ont peur, heu, du regard des autres. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme moi en 2021, qui ont débarqué sur LinkedIn et qui ont osé dire ce qu'ils Mmh. pensaient du monde pro, de leur business, ajouter un peu de perso, ce qui se faisait pas du tout. Ça a différencié et les gens, ils se sont dit: Mmh. «Ah ouais, enfin, sur LinkedIn, on peut commencer à dire ce qu'on pense». Ça a Et tu libéré vois, la entre parole. 2021 et aujourd'hui 2026-2027, selon quand ils vont regarder cet épisode qui sera intemporel, hem bah, au final, il y a eu un grand changement dans la manière de consommer LinkedIn. Le Mmh. LinkedIn de 2021 est complètement différent du LinkedIn d'aujourd'hui, contrairement à Instagram. Oui, dans le format, oui, dans les habitudes, oui, l'algorithme, il a changé, mais les gens, ils ont toujours partagé leur vie, ils ont Mmh. toujours osé dire ce qu'ils pensaient. Il n'y a jamais eu de souci sur ça. Donc, tu vois, c'est un petit peu différent et même si le constat de base, c'était de dire et d'ailleurs, quand ils ont fondé LinkedIn en 3. 3, ouais, 2003, en plus, j'ai fait un post autrefois sur ça, en 2003. Donc ils ont commencé à le créer en 2002, ils l'ont sorti en 2003. Exact. En fait, c'était pour ça qu'ils voulaient, tu vois? C'était pour ça Mmh. qu'ils ont sorti ce post, enfin cette plateforme. Mais au final, ils ont pas réussi Mmh. à régler le problème, en tout cas à cette époque. Et après, LinkedIn a été racheté en 2016 C'est ça, ouais, par Microsoft. par, Microsoft, 26 milliards de dollars. Donc là, ça a été incroyable et Microsoft, ils ont fait de gros changements. La creator economy a été beaucoup plus mise en avant, contrairement à avant. LinkedIn, a soutenu des créateurs de contenu, contrairement à avant où c'était plutôt les salariés, les patrons de boîtes, de PME, TPE et cetera. Là, il y a eu la creator economy qui est arrivée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, moi, il y a des vidéos que je partage sur Instagram que je partage les mêmes sur LinkedIn, elles vont fonctionner. Parce Mmh. que la manière de consommer et de produire sur LinkedIn a complètement changé et je trouve ça, franchement, c'est pas mal. Je suis assez Mmh. content de la tournure qu'il a pris et je parle beaucoup là, mais ça va être important C'est aussi très de bien. l'ajouter. Heu, pour moi,
s'il n'y avait pas eu ces changements-là, ces dernières années sur LinkedIn, je pense pas que je serais encore sur LinkedIn. J'aurais déserté LinkedIn. Parce qu'à un moment, au début, en 2021, quand je suis venu sur LinkedIn, j'y suis venu parce que j'en avais marre de prospecter, j'en avais marre de dépendre de mon bouche à oreille. Je suis venu sur LinkedIn parce que je me suis dit, j'ai juste à écrire, j'ai pas besoin de partager ma tête, j'ai pas besoin de tout ça. Mais j'ai vite vu qu'on était très limité. Et du coup, Mmh. ça m'embêtait un peu. Mais quand, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des changements et tout, c'est là où je me suis dit, OK, LinkedIn, il évolue dans le bon sens. Oui, ils sont lents. Ils sont très lents, LinkedIn, contrairement aux autres réseaux sociaux, à évoluer. Rien que la partie vidéo, on commence à peine à avoir de belles performances sur les vidéos, alors que ça devrait être le cas depuis 10 ans, tu vois. Mmh, c'est vrai. Mais par contre, ça, c'est vrai que sur la partie enfin, business pur, LinkedIn est une mine d'or. On peut signer des clients qu'on ne pourrait pas signer sur les autres réseaux sociaux. On peut avoir accès aussi à des entrepreneurs et leur parler, alors qu'on ne pourrait pas leur parler ailleurs, parce qu'ils sont beaucoup plus connus ailleurs que sur LinkedIn. Tu vois, par exemple, des influenceurs, je sais pas moi, un Thibaut InShape, Léna Situation et tout, tu les contactes sur LinkedIn, tu as plus de chances d'avoir leur réponse à eux plutôt que sur Instagram, tu vois, où ça va être soit un CM où tu auras pas de réponse. Donc ça Mmh. aussi, il y a un truc assez intéressant sur ça. Tu as dit énormément de choses, mais c'est hyper intéressant. La première, je vais revenir sur l'aspect, validation sociale. Ouais, Je pense que, de manière intemporelle, l'être humain a toujours eu un peu peur du regard des autres. oui, oui. Hem, les réseaux sociaux ont, dans un premier temps, de manière générale, le fonctionnement même d'un réseau social, c'est le jugement de l'autre. Mais là où il y a un vrai, edge de LinkedIn, c'est que lorsque tu vas liker ou interagir avec un post, contrairement à d'autres, par la nature de la plateforme, donc le fait que les likes, les commentaires soient mis en avant comme étant quasiment quelque chose que tu as toi-même publié, et en plus de ça, le fait que le contenu soit une prise de position pro de la part de la personne qui a Ouais, publié, le fait de liker un post comme ça, contrairement à d'autres types de posts où tu pourrais juste liker ou commenter un post, mais ça se voit pas trop dans la masse. Là, en fait, c'est une vraie prise de position professionnelle sur un sujet particulier. Et donc, je pense aussi que ce que tu disais était très intéressant sur le fait que LinkedIn n'a pas réussi sa mission dans un premier temps, n'a pas réussi en fait à libérer la parole professionnelle. C'était un peu ça le sujet. Euh, je pense que c'est justement dû au fait que les gens avaient trop peur de prendre des positions, euh, comment je vais dire ça, qui mènerait au débat ou qui mènerait à une forme de critique en mode, «Pourquoi est-ce qu'il pense ça? Il est bizarre» ou «C'est éthiquement pas correct pour une partie du monde pro, de leur père», en fait. C'est peut-être ça, en fait, qui a justement fait, ouais, cet élément-là. Et aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a encore quand même ce sujet-là. C'est plus insidieux dans le sens où, tu vois, moi, je publie très peu sur LinkedIn. C'est pas la plateforme où je publie le plus. Potentiellement, je publierai peut-être plus à terme, mais tu vois, là, récemment, j'ai fait un seul post. J'ai fait un post. C'était une citation de Denzel Washington sur le fait qu'on pouvait pas suivre et être un leader en même temps. En gros, il dit ça. Et en fait, c'était un post que j'ai un peu fait en mode, je sais que ça va être ce que j'appelle likable, tu vois. En gros, tu vas prendre position dans le post, mais en même temps, euh, bah en vrai, c'est comment dire, c'est facile de prendre position. Et je pense qu'il y a encore ce biais-là un peu quand on veut créer sur LinkedIn, c'est le côté, il faut que mon post il soit à la fois une prise de position de ma part, mais en même temps, il faut pas trop que ce soit le cas et que ce soit ouais. suffisamment acceptable pour la majorité pour que ça marche. Et je pense qu'il y a encore ce sujet-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans l'idée de LinkedIn, et je pense plus spécifiquement aux entrepreneurs, parce que ce podcast s'adresse principalement à eux quand même, ou aux Oui. personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Hem, comment est-ce qu'on peut penser, pas juste sa création de contenu sur LinkedIn, mais même son positionnement, sa manière d'exister sur cette plateforme-là? Comment est-ce qu'on peut le réfléchir et le formaliser pour justement ne pas tomber dans ce piège-là, d'essayer de faire des posts qui sont likables, mais plutôt des posts qui sont utiles à leur activité, à, comme tu le disais, trouver des opportunités, et cetera. Comment est-ce que je le pense à l'origine, pour que justement je m'évite ce genre de piège-là? En fait, je pense déjà, dès le début, faut faire le deuil avec une chose, c'est que sur LinkedIn, quand tu vas poster, mais même sur tous les réseaux sociaux de toute manière, il faut accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde. Et encore Mmh, plus sur LinkedIn. Et j'ai presque envie de dire, là où on est bon, entre guillemets, sur LinkedIn,
c'est que vu que le jugement est encore plus développé, contrairement aux autres plateformes, sur LinkedIn, il y a cet aspect communautaire. Les gens, ils Mmh. se connaissent, ça fait presque sectaire, tu vois? Tu as des petits groupes entre eux, qui vont, liker, les posts des autres, ils se connaissent, c'est les amis et tout. Tu as des communautés qui se créent. Voilà, mais c'est bien et à partir du moment où tu as fait le deuil avec le fait de vouloir plaire aux autres, bah, LinkedIn, ça devient un jeu. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que je partage plein de posts où je parle vraiment, enfin, je dis vraiment ce que je pense. C'est clivant, mais pas clivant pour faire des vues. Clivant parce que je dis clairement ce que je pense sans filtre, comme je le dirais sur TikTok ou sur, Instagram et du coup, ça fonctionne. Parce que je me différencie de la masse qui n'ose pas, se partager telle qu'elle est, tu vois? Donc à partir du moment où tu transformes le jeu de jugement, où tu as peur de te faire juger, à plutôt un jeu de comment justement, heu, rendre les gens pas d'accord avec toi, mais les réconcilier avec ta manière de parler, bah, là directement ça a créé du débat et le débat ça va amener des commentaires, de la visibilité et cetera. Mmh. Par exemple là, ce matin j'ai fait une vidéo, dans laquelle, je clash un peu, une entrepreneuse qui a enfin je clash, non je réponds en fait au fait qu'elle m'a, mal, on va dire, parlé sur Instagram. Une entrepreneuse sur Instagram qui me juge sur le fait que j'ai fait un classement, une tier list où je mets que en avant des entrepreneurs, hommes. Mais elle vient, elle me parle comme ça, tu vois? Elle me dit: «Ouais Léo, c'est pas bien, on est en 2026, tu devrais partager des femmes». Et là, moi, j'en ai fait une vidéo réponse pour dire: «Bah, regarde, depuis 2021, en fait, j'ai fait plus de posts où j'ai partagé des femmes. J'ai fait plus de tier list où j'ai partagé même que des femmes entrepreneurs sans, partager d'hommes. Et là, on m'a jamais fait la remarque, tu vois?» En Mmh. fait, je l'ai tourné intelligemment, enfin en tout cas de mon point de vue intelligemment et du point de vue d'autres personnes, ce serait pas intelligent. En tout cas, j'ai partagé clairement ce que je Mmh. penserais alors qu'il y en a plein sur LinkedIn, ils auraient dit: «Mais non, là je cache ce commentaire, je le bloque, je le supprime, j'ai peur». Mmh. Et moi non, j'ai dit, tu vois? J'ai dit clairement ce que je pense et que sa manière de penser en fait, c'est tout sauf, l'égalité homme-femme, au contraire. Mmh. C'est Parce hyper que intéressant. Alors déjà, premièrement, dans la manière de penser le contenu, je trouve que l'angle que tu abordes, il est hyper intéressant et au-delà de ça, l'exemple que tu viens de donner, il illustre encore plus la chose, dans le sens où non seulement vous serez pas aimé par tout le monde, mais même quand vous ferez les choses, heu, qui sont censées vous faire aimer par tout le monde, ça marchera pas. Dans le sens où eh oui, enfin, si tu as fait plus en tu m'as dit en 2 ans ou en 1 an, plus de posts depuis sur les femmes que des 2021. hommes. Ouais, depuis 2021, donc ça fait même, 5 ans. Heu, Si en 5 ans, tu fais plus de posts sur des femmes que des hommes entrepreneurs et que tu as quelqu'un au bout du, je sais pas combienième post, au bout de Ouais, 5 ans, énorme, oui. arrive à te dire que ça va pas, il y a un souci Eh et oui, enfin, il y a un souci. Non, il y a pas un souci, c'est juste la nature humaine en soi. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, je pense qu'il y a un côté rassurant en fait pour n'importe qui soit se lance, soit, n'existe pas encore sur ces plateformes-là ou n'a pas l'audience qu'il souhaiterait avoir et d'ailleurs, je vais avoir une vraie question sur le sujet Mais après. Oui. heu, juste avant quand même, je veux clarifier un petit truc aussi, parce que tu as parlé de la peur de se lancer et tout et Mmh ça, mh. c'est vrai, souvent, il y en a plein qui ont peur de se lancer et moi, je pense avoir une théorie sur ça. Le fait de OK. pourquoi les gens ont peur de se lancer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait, ils s'identifient trop à leur propre contenu. Quand ils sortent un contenu, ils vont penser que leur contenu, c'est leur personne, alors que leur contenu, c'est un contenu sans contexte. Ils vont partager une manière de penser et il y en a qui vont critiquer ce contenu, mais ils vont pas te critiquer toi. Tu vois? Ils vont critiquer le contenu. À un moment donné, ce que tu as pensé, mais c'est pas toute ta personne. En fait, ils ont pas tout le contexte. Et cette Mmh. femme qui a commenté ça, en plus elle est connue, hein, c'est Kelly Massol, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui! Voilà. Ah oui, Et OK, donc ouais. cette femme qui a mis ce commentaire, elle m'a pas jugé moi et moi je l'ai pas jugé elle. Mmh. Enfin, je peux pas juger une entrepreneuse aussi, successful, tu vois? Enfin, ce serait, c'est impossible. Elle est très forte dans ce qu'elle fait. Mais je juge son commentaire à cet instant et elle, Mmh. elle a jugé ma vidéo à cet instant sans connaître tout le contexte derrière et ça, c'est Mmh. important. Vu que maintenant j'agis comme ça, bah, je me dis en fait quand je sors une vidéo, même une vidéo clivante où je sais que je vais me prendre des commentaires un peu négatifs, je sais que les gens ils jugent cette vidéo. Ça, c'est important, se détacher émotionnellement de tes contenus. De toute façon, tu as pas le contrôle sur ça. Et Mmh. sur 8 milliards de personnes, même plus, tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Si tu plais à tout le monde, c'est que tu as aucune intelligence parce qu'en fait, tu t'adaptes à
tout le monde, tu aucune manière de penser, un petit peu différente Mmh. des autres. Et moi, tu vois, je le dis souvent avec mes amis, j'ai sûrement les amis avec lesquels, des fois, je me prends le plus la tête parce qu'on n'est pas d'accord sur des débats, sur des sujets et tout, mais c'est ça qui fait qu'on est potes, tu vois? Mmh. Parce que des fois, on débat pendant 1 heure sur un truc où on n'était pas du tout d'accord et justement, c'est ce qui fait grandir quelque chose. Mmh. On en parlait justement avec Basile Vierne dans un autre podcast et ce que je lui disais, c'est que ces gens-là qui justement ont peur de prendre de prendre une position, de s'affirmer, de prendre des risques et cetera. Je pense qu'ils sont pas juste pas intelligents ou juste peureux, je pense qu'ils sont absents. En tout cas pour une partie, Ouais, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est pas une critique, c'est, un état de fait qui est changeable. C'est juste, que c'est et j'en ai fait partie, c'est pour ça que je le dis, et que ça me touche. C'est c'est plus laisser couler les événements, les opinions, les avis sur soi comme si on acceptait tout et du coup, c'est ne pas être présent et c'est pour ça qu'on n'existe pas aux yeux des gens. Tu sais, mmh, c'est un peu ce côté, je sais pas si tu as déjà vu ce genre de film, mais tu sais, le mec, il bouge pas et puis en fait, les gens, ils bougent hyper vite autour de lui et lui, en fait, il est immobile et en mmh, fait, c'est foncièrement, c'est être transparent aux yeux de la société ouais, parce qu'on n'est pas identifié comme une entité unique, sur lesquelles on peut mettre des mots, qu'on peut, heu, catégoriser, identifier, à qui on peut donner des attributs particuliers, des manières de penser particulières. Si on peut pas faire ça chez un individu, ce n'est pas un individu. ouais, ouais, Et je pense que c'est vraiment ça et sur les réseaux sociaux, enfin, les réseaux sociaux, c'est juste un moyen d'identifier un individu qui se met en avant sur une plateforme. Et si je me crée pas une image publique de l'individu que je suis, mais plutôt juste une image publique d'utilisateur, c'est très compliqué, je pense, en fait, d'exister dans tout sur ouais, n'importe quelle plateforme, hein. C'est pas propre à LinkedIn, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi et c'est très vrai ce que tu dis et tu vois, je pense qu'il y a un autre biais aussi dans toutes les personnes qui hésitent à se lancer ou qui ont peur, de justement prendre cette position-là. C'est que parfois j'ai eu ce petit côté-là au moment où j'ai commencé ce podcast et en fait, je me suis dit: «Non, c'est impossible de faire ça». C'est je consommais énormément de podcasts, anglophones, jusqu'à présent. The Year of a CEO, Modern Wisdom et cetera. C'est des personnes qui sont très suivies et l'image que moi j'en avais personnellement, c'est que c'était des gens qu'on ne pouvait pas détester, des gens qu'on ouais, ne pouvait pas critiquer, c'était des espèces de gens que tout le monde aimait et en même temps qui avaient intouchable. une énorme audience et il y a 2 éléments qui m'ont fait changer d'avis là-dessus. Un, c'est faux. Faut regarder les commentaires, c'est pas vrai, Ouais, vraiment. C'est des gens qui sont quand même mal aimés par une partie de la population. Donc déjà parce qu'ils disent des vérités qui parfois font mal à des gens et qui refusent la vérité, donc ils vont plutôt, voilà. Ou alors pas des vérités, hein, ils peuvent très bien avoir tort aussi. Et deuxièmement, je pense aussi que la majorité des gens qui se lancent se comparent perpétuellement au chapitre 100 des créateurs qu'ils préfèrent. Et du coup, c'est c'est très vrai ça. compliqué, tu vois? Genre, je sais pas, quelqu'un qui tomberait sur LinkedIn sur tes posts te dirait: «Putain, il fait 100, 200, 300 likes sur ses Mais posts LinkedIn. c'est Moi, mes posts, tellement ils font ça. 2 likes» et je pense qu'il y a un côté justement et c'est ça aussi l'objectif du podcast qu'on a aujourd'hui, c'est, au lieu d'essayer de se comparer d'un point de vue résultat, à un autre créateur, c'est plutôt essayer de chercher à comprendre ce que lui a compris et je pense que c'est ce gap-là qui fait que j'ai pas le résultat, tu vois? Et c'est Ouais, pas forcément la valeur que j'ai à apporter, pas forcément la valeur que j'ai en tant qu'individu, en tant que personne. C'est exactement ce que tu disais, c'est vraiment décorréler ça. C'est juste des pièces de contenu que je dois améliorer et pour les améliorer, le meilleur moyen, c'est de comprendre les principes qui régissent ces plateformes-là. Donc si je vais sur LinkedIn, comprendre comment LinkedIn fonctionne et il y a vraiment ce sujet-là. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il y a aussi vraiment cette espèce de comparaison, aux résultats au lieu de se focaliser sur ce qui compte vraiment, tu vois? ouais, en fait, moi, là, j'ai 2 trucs, tu vois? Mmh. Je vais rebondir sur 2 trucs. Déjà, ce que tu as dit là, faut pas se comparer au chapitre 100, alors que toi, tu viens à peine de commencer, ça, c'est normal, mais en même temps, ça devrait être basique, mais c'est difficile parce que quand, par exemple, je sais pas moi, demain, je veux lancer une marque de kombucha, tiens. En ce moment, c'est avec Squeezie, c'est la mode. Directement, je vais aller me comparer à Squeezie et je vais me dire: «Mais putain, mais lui, il réussit, moi, je viens de sortir mon truc, j'ai eu 100 ventes sur le premier mois, alors que lui, il en a fait des millions et des millions. Il a fait 50 millions d'euros de CA, en, quelques mois là, enfin, c'est incroyable» et moi, maintenant, j'ai une habitude, c'est quand je lance quelque chose, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lancé ma chaîne YouTube et là, Mmh. directement, j'allais voir la chaîne YouTube de personnes qui fonctionnaient bien, tu vois? Des Alec Henry, Mathis Clouet qui est depuis un petit moment, tu vois?
qui ont une audience très nichée, très expertise. Et moi, ça me plaît, tu vois, ce genre de chaîne. En fait, au lieu de faire comme tout le monde, à aller voir leurs vidéos et voir leur nombre de vues, j'ai été sur leur chaîne, j'ai cliqué sur vidéo, et là, j'ai été voir les plus anciennes. J'étais sûr que Et du t'allais dire coup, ça. je regarde J'étais sûr. toutes les vidéos les plus anciennes, et là, je me dis, ah T'as ouais, déjà lui regardé les aussi, il vidéos savait de pas parler Thibaut en InShape? vidéo. De quoi? T'as déjà regardé les vidéos de Thibaut InShape et Squeezie ou Eh pas? oui, oui, Les oui. premières. En fait, C'est trop et drôle. quand tu vois les toutes premières vidéos, là, tu te dis, en fait, eux aussi, à un moment, ils ont Ouais. allumé la caméra, ils ont Mmh. même fait pire que moi. Moi, aujourd'hui, je fais mieux qu'eux, alors que, tu vois, alors qu'eux, ils Mmh. sont devenus ça aujourd'hui. Et ça, c'est important de se comparer à chaque fois à la personne qui t'inspire, mais aller voir quelles ont été les premières étapes. Moi, souvent, c'est ce que je fais, c'est du reverse, tu vois, d'humain. C'est, il y a un humain qui m'inspire, je vais voir qu'est-ce qu'il a fait, quelles étaient ses habitudes quand il était petit, est-ce qu'il lisait, est-ce qu'il, tu vois, à quelle heure il se levait, tu sais, Mmh. comprendre qu'est-ce qu'il faisait pour comprendre un peu tout le cheminement qui a fait qu'il a réussi. Et Mmh. ça libère tellement parce que tu te dis, ah ouais, c'est fou. Autre chose, du coup, tu me fais penser à un truc, c'est qu'en allant voir des Squeezie, des Thibaut InShape et tout, qui sont les plus gros youtubeurs en France, tu te rends compte que, avant de réussir, ils ont posté des milliers de vidéos. Tu vas sur leur Mmh. chaîne, ils ont posté des milliers de vidéos. Il y en a pas beaucoup dans le monde qui ont fait des milliers de vidéos, tu vois? Et c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup dans le monde qui sont à la hauteur d'un Squeezie, d'un MrBeast ou quoi. Parce que les gens, Et en fait, au bout de 100 vidéos, ils abandonnent. S'ils se disent, mmh. au bout de 100 vidéos, ah, je vis pas de ma passion, c'est difficile ou quoi. Alors qu'il y en a, avant de vivre de leur passion, ils ont fait 1000 vidéos, tu vois? Et il y en Mmh. a, ils se sont lancés sur YouTube à l'époque où il n'y avait pas encore la notion d'être monétisé, où il n'y avait pas la notion de faire des partenariats avec des marques, où il n'y avait pas la notion que YouTube était un métier. Ils se sont lancés, Mmh. ils ont fait, et 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient générer quelques centaines d'euros, tu vois? Non, Et c'est clair. ensuite, ils ont fait des millions et des millions. Mais Mais clairement, mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là de l'intention par laquelle tu crées. ouais, Et d'ailleurs, Reid Hoffman, justement, qui est le créateur de LinkedIn, à l'origine, contrairement à et d'ailleurs, je crois que Facebook a fait exactement la même chose, Mark Zuckerberg a pensé la même chose. Ça a été un sujet de Discord d'ailleurs avec son associé. C'est que quand ils ont lancé leur plateforme, ou quand ils se sont lancés de manière générale, ça n'était pas pensé comme étant un outil à cash, ça a été pensé comme un jeu dans lequel ils amélioraient juste le personnage principal qui était en fait, le ouais, jeu en lui-même, les plateformes, heu et après ils ont appliqué un modèle business dessus, dans un deuxième temps et je pense que toutes les personnes qui se lancent aussi, l'intention qu'ils ont derrière et ce qui les, pousse à créer du contenu typiquement, je vais te donner un exemple très concret qui est le mien. La volonté de ce podcast, elle est dans un premier temps pas du tout de faire du cash. J'ai aucune offre derrière le podcast, je ne vends rien, j'ai aucun produit, rien du tout. À terme, potentiellement, il y en aura peut-être. Mais pour l'instant, mon seul objectif, c'est de répondre à une vraie mission qu'il y a derrière. Et du coup, je pense qu'on le voit très régulièrement actuellement. Il y a plein de podcasts qui sortent de partout. Tout le monde fait des ouais, podcasts. C'est une espèce de mode. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis janvier déjà, tous les podcasteurs que je regardais en début d'année, qui suivaient, etc., t'as les trois quarts qui ont déjà arrêté. On est en et mai, oui, hein, tu vois? Et en fait, c'est juste une question de pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Parce que et tu parlais de Mathis Flouet, je crois que c'est un de ceux qui a le plus démocratisé l'idée de faire du podcast. Il disait: «Il vous faut 3 chaînes, une chaîne de témoignages, une chaîne de valeur et une chaîne de podcast». Et du coup, tout le monde s'est dit: «Bah, OK, je vais faire les 3 chaînes, c'est parti», tu vois? Et en fait, je pense que c'est typiquement, représentatif de ce que tu expliques et notamment de l'intention que tu mets derrière ta création de contenu et ce que tu veux vraiment en faire. Et il y a un autre point auquel tu me fais penser, tu parlais de la répétition. Il y a une citation qui me vient de Alex Hormozy, je sais plus la citation précise, mais globalement, ce qu'il dit, c'est que, ce qui te sépare du résultat que tu souhaites, c'est la capacité de ton ego à encaisser la douleur hem, du fait que tu pourrais faire les choses mieux. Globalement, c'est ça. ouais. Et en fait, ce Il que y je a veux un dire, c'est truc un que peu dans le même style de Jeff Bezos, je crois, qui qui dit? dit, alors pareil, là, je vais pas dire le truc, Paraphraser, ouais. la vraie citation, mais il dit: «Le stress vient du fait que Mmh, tu ne fais pas ce que tu sais que tu devrais faire, en fait». mmh. Tu vois? Et je pense Moi, que je et pense j'ai qu'on va remarqué, s'aligner là-dessus, ouais. quand je suis en stress, c'est pas parce que j'ai mal fait quelque chose, c'est parce que je sais que je pourrais faire mieux, mais que je suis pas en train de le faire. Mmh. Tu vois? Donc c'est un petit peu le même style, ouais. Il y a ce côté-là, en fait, à la fois, je fais pas les répétitions, donc c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, je m'angoisse tout seul parce que j'ai juste pas agi.
et du coup l'angoisse m'empêche encore plus d'agir, donc c'est un cercle vicieux Ouais. d'inaction. Et en plus de ça, une fois que j'ai agi, je pense qu'il y a un autre sujet qui est que j'ai fait du contenu, mon contenu n'a pas fonctionné aussi bien que je voulais ou pas aussi bien que ce qui était prévu, et je pense qu'il y a l'après-production, l'après-publication qui est j'accepte ce chiffre-là comme étant de ma responsabilité. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, et c'est là-dessus que j'ai envie de te questionner, parce que LinkedIn, c'est une plateforme qui est très spécifique. Euh, et dans les créateurs qui se lancent ou qui ont du mal à se lancer ou à performer, il y a aussi le sujet de, une fois que mon post n'a pas marché, je vais dire que c'est parce que l'algorithme il est beaucoup plus dur que tous les autres, ou parce que les gens sont méchants, ou parce que j'avais fait un super post mais juste c'est pas encore vu et ça va venir. Euh, il y a aussi ce sujet de mon ego est capable d'encaisser le fait que mon post n'était peut-être pas suffisamment bon pour être performant, tu vois. Et Ouais. du coup, de savoir analyser de manière objective et factuelle un post en partant du postulat qu'à partir du moment où il a pas marché, c'est que il n'était pas suffisamment bon pour qu'il marche. Et pas juste que, tu vois, par exemple, ouais, j'ai pas publié depuis très longtemps, et donc du coup, ça veut dire que l'algorithme il met du temps à se réchauffer, ou c'est des théories de ce genre-là. Moi, j'avais pas Ouais. publié depuis 2 mois, j'ai sorti un post, il a fait 5000 impressions. Donc, il n'y a pas forcément de corrélation. C'est pas toujours le cas. En tout cas, il n'y a pas de règle principale. Je sais pas ce que tu en penses, mais partir du postulat sur cette plateforme-là, en tout cas, que euh, quand un post ne marche pas, c'est de facto de ta responsabilité partielle en tous les cas, et que toi, tu peux juste te focaliser sur ce que tu contrôles, donc la qualité du post. C'est peut-être aussi la deuxième étape après le fait de publier beaucoup, c'est publier intelligemment. Quand je dis intelligemment, Ouais, ouais. c'est voilà, le terme intelligence, il est très, il est à nuancer, mais en tout cas, récupérer du feedback des posts que j'ai produits et de leur performance ou de leur non-performance. Il y a peut-être aussi ce sujet-là, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en fait, moi après je rebondirai juste sur un truc de tout à l'heure qui m'est revenu, mais Mmh. juste après. Heu, je dis souvent en fait, moi, j'ai un peu arrêté d'étudier l'algorithme. LinkedIn, même tous les algorithmes. Pourtant LinkedIn, tu vois, je suis spécialisé dessus et tout. Tout simplement parce qu'en fait, je pense depuis des années, on a tort sur les algos. Dans le sens où, si on prend l'algo un petit peu de la base des bases des bases des bases, c'est quoi? Un algo, il est là pour retenir des gens sur une plateforme le plus longtemps possible, en leur montrant le contenu qu'ils aimeraient voir. Ça, c'est la base d'un algorithme. C'est j'ouvre Instagram, Instagram, il va me montrer le contenu qui me fait rester sur Instagram. Pas le contenu qu'il veut me montrer, le contenu que je veux voir. Du coup, si on part de ce principe-là et qu'on va vraiment, qu'on creuse au premier niveau d'un algo, bah, en fait, c'est là où tu te rends compte que un algo ne guidera jamais les humains sur qu'est-ce que on doit voir sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt les humains qui guideront l'algo sur qu'est-ce qu'il doit nous montrer. Là, c'est un petit peu inversé. Et c'est pour ça que les gens qui disent ouais, en ce moment, l'algo, il est pas avec nous et tout. Non, c'est pas vrai. C'est qu'en ce moment, les humains ne veulent pas voir ton contenu. Tu vois? Mmh. Et l'algo, il a tout intérêt à ne pas montrer ton contenu aux humains si il sait que ton contenu ne crée pas d'interaction et tout. Donc, ça rejoint ce que tu disais. Si ton post n'est pas vu, n'est pas liké, c'est juste que ton post était nul. De manière générale, à 99% du temps, c'est ton post. Si il est nul, il ne sera pas vu parce que personne veut liker et commenter. Tout simplement. Et à partir de là, en fait, tu sais que bah, l'algo, il n'y a pas de ouais, il y a une nouvelle version, du coup, ces posts, ils vont. Non, non. C'est les gens changent, les tendances changent, les façons de consommer changent. Du coup, on a l'impression que les algos changent, mais c'est les humains qui changent, tu vois? Mmh. Ouais, Donc c'est ça, clair. c'est vraiment important. C'est comme LinkedIn. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis fait avoir, tu vois, par ce que je suis en train de te dire. Tout à l'heure, je t'ai dit, LinkedIn met longtemps à s'adapter aux vidéos. Non, je vais me rectifier du coup. C'est nous, les utilisateurs, on n'a pas eu l'habitude de voir des vidéos sur LinkedIn. Du coup, les Mmh. gens ne cliquaient pas assez sur les vidéos. Et plus ça vient, plus les gens cliquent sur les vidéos, là, ils commentent. Et du coup, on est long à s'adapter. En fait, le monde B2B est beaucoup plus long à s'adapter que le monde B2C qui est ultra consommateur. Ah, c'est Donc, tu hyper vois, même intéressant. moi, je me fais avoir dans ça. C'est grave intéressant. L'idée que c'est pas les plateformes qui changent, c'est les humains qui sont lents à changer. Ah C'est oui? hyper intéressant. La Et manière de percevoir les plateformes de réseaux sociaux comme
tu sais, ça clarifie beaucoup plus pour les gens qui, tu sais, il y a vraiment ce côté, je pense, quand tu es débutant, de voir la plateforme de réseau social comme un truc un peu abstrait, incompréhensible. Il y a des mécanismes qui semblent vraiment cachés. Et justement, ils parlent d'algorithme, ils mettent juste un mot dessus pour expliquer quelque chose qu'ils n'arrivent pas à capter, qui est le fonctionnement de la plateforme en interne et ses volontés propres entre guillemets. Et en fait, ce que tu m'expliques, c'est que globalement, l'algorithme, il est quasiment le même, même si je pense qu'il y a toujours des modifs, ce genre de trucs. Oui, oui. Et d'une manière générale, son objectif reste inchangé. Et juste, ce qui est intéressant, c'est, enfin, je pense qu'il y a quand même des objectifs qui se sont ajoutés au fil du temps, mais typiquement, tu vois, la publicité, et cetera, c'était pas forcément des choses qui étaient existantes à Mmh. l'origine des plateformes et qui s'est ajouté après. Mais aujourd'hui, c'est présent depuis 10 ans, donc c'est plus quelque chose qui a à remettre en cause. Ouais, ouais. Et c'est vrai que, du coup, en fait, c'est les êtres humains dont la consommation en fonction de la plateforme et de la typologie enfin la nature d'utilisation, soit du divertissement, donc plutôt le B2C, versus le B2B où c'est beaucoup plus applicable, concret, business. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est les êtres humains en fait qui changent et Ouais, qui mettent c'est du juste temps à ça. changer, et qui sont lents. C'est qu'on a des façons de consommer, il y a des périodes, tu vois? Notre temps d'attention, il diminue Mmh, et tu vois, au moment où tu appuies sur publier sur un post, en fait, LinkedIn ou Instagram n'auraient ou tous les réseaux, hein, n'auraient aucun intérêt de pas montrer ton contenu si ton contenu attire l'attention, génère des likes, récupère le temps d'attention et du coup, leur fait gagner de l'argent. Ils mmh, auraient aucun intérêt, aucun. Donc c'est pour mmh, ça, encore une fois, si même eux, ils ne veulent pas mettre en avant ton contenu, c'est parce que ton contenu, du coup, bah, enfin, en tout cas, les premières interactions qu'il y a eu ou quoi, elles ont pas duré longtemps. Le watch time était faible ou quoi. Même quand on parle ouais, de watch time, de taux d'interaction, tout ça, bah, au final, c'est que du comportement humain, hein. Le watch time, c'est est-ce que les gens regardent ta vidéo? S'ils la regardent pas longtemps, bah, c'est normal que Instagram va pas la montrer plus. Ce serait complètement fou. Tu vois? mmh. Mais Donc, alors, selon ouais, le comportement des gens, de ton audience, c'est normal que ton post ne fonctionne, enfin, fonctionne ou ne fonctionne pas. Et si tous tes contenus ne fonctionnent pas, c'est juste que, bah, du coup, ça plaît pas. ce qui veut dire qu'en fait, la vraie compétence sur pas que sur LinkedIn finalement, mais sur même n'importe quelle forme de création de contenu, ça n'est pas hem, créer du contenu, c'est comprendre l'être humain en fait. Ouais, ouais, c'est comprendre C'est l'être humain exactement ça. en profondeur et détacher son ego de sa création de contenu parce que souvent on a trop d'ego en fait dans la création de contenu. Tu vois, Mmh, on n'avance pas stratégiquement, on n'avance pas en essayant de comprendre son audience. Souvent, on va directement trouver des raisons externes. Oui, mais en ce moment, l'algo n'est pas fait pour moi. Oui, mais en ce moment, il y a ci, il y a ça, au lieu de juste se dire, bah attends, tiens, je vais peut-être aller interroger les quelques personnes qui ont liké, qui ont commenté, essayer de les comprendre. Tu vois, c'est important. Moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn en 2021, donc décembre 2021, je contactais tous mes likes, mes commentaires pour comprendre pourquoi ils avaient liké, pourquoi ils avaient commenté. ah, c'est excellent ça. Tu vois? J'ai essayé de comprendre, j'ai fait des appels. Je me rappelle, j'avais fait un mois où chaque jour je faisais des appels avec tous les gens qui interagissaient avec mes contenus et c'était énorme. Je faisais 10 appels par jour, tu vois? Enfin, c'était incroyable et heu Incroyable. et c'est important, tu vois, de comprendre, de connaître son audience sur le bout des doigts. C'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un va tomber sur ta vidéo une première fois, Mmh, va liker ou commenter ou pas liker et commenter, va à un moment s'abonner, va à un moment venir sur ton profil, va peut-être réserver un appel, va ensuite acheter. Il y a eu tout un cheminement, tu vois, mmh, avant l'achat. Donc ça, c'est important de comprendre et tout ça, c'est une suite d'interactions humaines. C'est pas l'algorithme, c'est quelqu'un qui a une façon de penser, qui s'est dit: «Ouais, je devrais aller là plutôt que là, je devrais liker», tu vois? C'est juste ça, en fait. Quand tu as compris et que tu as enlevé ton ego et que tu as vraiment analysé, bah, là, ça marche. Et mmh, juste aussi tout à l'heure, parce que sinon je vais oublier, j'ai dit que j'allais rebondir sur un truc d'avant. C'est un moment, on a parlé justement du jugement mmh, et ça, c'est important, je pense que je le dise. La plupart des gens, ils se lancent pas par rapport au jugement, hem, parce qu'ils ont peur d'être détestés, en fait. L'humain a peur d'être détesté, c'est la base, tu vois? C'est primitif chez l'humain et vu qu'on a peur d'être détesté et ne pas être accepté par le groupe, donc le groupe, c'est les réseaux sociaux au final, du coup, on parle moins pour se fondre dans la masse et être accepté dans le groupe. À l'époque, quand les ressources, elles étaient plus limitées, que fallait chasser pour manger, qu'il fallait être en groupe
pour réussir à attraper un sanglier et tout, en fait, tu devais être accepté par les gens. Tu vois, Mmh. tu devais être accepté par les gens. Du coup, tu disais pas n'importe quoi, t'allais pas l'insulter parce que sinon tu avais peur d'être rejeté par le groupe et être bouffé par, le lion, tu vois? C'est ça, hein, c'est de là que ça part au final, la peur du rejet et d'ailleurs, enfin ça c'est connu, mais tous les humains vivent avec la blessure du rejet. Tu vois, c'est on tout à un minimum, au minimum, on a tous un minimum, la blessure du rejet. Expérimenté, ouais. Donc à partir de ce moment-là, c'est juste que tu as peur d'être détesté et je dis souvent, déjà, on est dans une époque où maintenant on s'en fout d'être détesté. Avant, c'était important d'être accepté dans le groupe. Maintenant, tu t'en fous d'être détesté parce que on est 8 milliards et du coup, tu seras toujours aimé par une catégorie de personnes. Mmh. C'est ce La que j'allais preuve, dire, ouais. ouais, la preuve, hein, des fois, il y a des gens, tu te dis: «Mais il dit n'importe quoi, il dit des trucs, enfin, ça devrait même pas sortir» et pourtant, il y en a qui l'adorent, tu vois? Enfin, il y a des mots, je peux pas dire pour YouTube, mais tu vois, il y a eu des grands dictateurs dans ce monde qui ont été adorés quand même, hein. Enfin, c'est quand C'est même, il faut intéressant d'analyser ça. tu imagines, il y a quand même des gens pas très gentils qui ont été adorés. Donc c'est là où tu te dis, c'est pas parce que toi tu vas commencer à dire un petit terme clivant dans ta vidéo que c'est bon, c'est la fin du monde, tu vois? Mmh. Donc ça c'est important et aussi, tout ça pour dire que tu ne peux pas détester, en tout cas à notre époque, quelqu'un que tu n'aimes pas. Quand tu détestes quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Moi, par exemple, si demain, ma mère trompe mon beau-père, je vais la détester. Dire: Mmh. «Mais pourquoi t'as fait ça?» genre, je vais te détester, tu vois? Je vais pas mais je t'aime, tu vois? Mais je te déteste parce que t'as fait ça. Alors que si une inconnue ou un inconnu trompe son mari ou sa femme, je m'en fous, je vais pas le détester. OK, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux, je peux pas détester quelqu'un que j'aime pas et ça, Mmh. je l'ai vu je pense, je l'ai lu dans un livre de Lise Bourbeau, une auteure, québécoise, je crois que j'aime bien. J'ai lu énormément de livres, d'elle. En fait, je sais pas si ça vient d'elle, hein. En tout cas, Mmh. je pense que je l'ai vu la première fois dans ça, c'est en général, quand tu vois les gens qui détestent quelqu'un, c'est parce qu'ils ont été blessés de quelque chose que tu leur as fait, tu Mmh. vois? Et ça, dans les réseaux sociaux, c'est important. C'est que quand tu vois les youtubeurs hyper connus, quand ils sortent un produit qui va pas plaire à leur communauté, ils vont être détestés. Il y a pas plus détesté que ces gens parce qu'ils ont déçu. Tu peux pas décevoir quelqu'un, Mmh. enfin, qui t'aime pas. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu vas peut-être pas l'aimer, tu vas, te dire: «Bon, je vais pas aller plus loin avec lui», tu vois ou quoi, mais c'est important de le prendre en compte. Mmh. Donc C'est voilà, vrai. c'était un grosse parenthèse, mais qui selon moi est quand même importante parce que ça part de la base de l'humain, comment on était à l'époque, tu vois? Mmh. Et du Non, coup, c'est vrai. aujourd'hui, on réagit comme à l'époque de la chasse, tu vois? Mais sur les réseaux sociaux, alors que c'est complètement différent, tu vois? C'est Mmh. les réseaux sociaux maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de survivre. On n'a plus besoin de chercher en tout cas, pour ceux qui ont la chance comme nous, on n'a plus besoin de chercher un toit, où dormir le soir, tu vois? On n'est plus dans la survie. On est dans le confort. En fait, on vit dans une société où on est confortable. Pour, Mmh, c'est clair. une grande partie en tout cas, nous, dans notre pays. Ah, c'est intéressant et tu vois, je pense aussi que même ces plateformes, les plateformes elles-mêmes fonctionnent sur c'est des mécanismes primaires que tu décris là et Ouais, c'est exactement ça, c'est, manger, se nourrir, se reproduire. Toutes les plateformes jouent là-dessus et je pense ouais, que ouais, c'est intéressant de l'analyser de cette manière-là pour aussi, comprendre, 1 pourquoi est-ce qu'on est gêné à l'idée de créer du contenu qui est pas encore parfait, qui n'a pas l'air d'être aussi ouais. professionnel ou bien que ce qui existe déjà sur la plateforme et du coup de se dire on va pas exister dans un écosystème et on sera non seulement pas existant, mais pas valorisé, pas validé et donc du coup potentiellement rejeté. D'ailleurs, c'est justement, je reprends encore des récitations de Reid Hoffman parce que je trouve que c'est quand même pertinent de le citer lui qui a pensé sa plateforme. Il explique d'ailleurs et il l'explique, en parlant de sa propre plateforme. Il explique que si t'es pas gêné par la première version de ton produit, c'est que tu t'es lancé trop tard. Et Ouais, j'adore cette citation, je la trouve géniale parce que ça veut dire que si tu as surréfléchi ce que tu faisais et que tu en es suffisamment satisfait maintenant, c'est que tu l'as surproduite par rapport à ce et que oui. tu aurais dû faire avant. Parce que du coup, le feedback que tu vas recevoir, il sera pas pertinent parce que tu te seras fait toi-même des auto-feedbacks trop longtemps. Ouais, C'est genre ouais. en mode, attends, ça c'est pas bien, je refais. Ça c'est pas bien, je refais. Et en fait, tu as eu aucun feedback extérieur
avant de publier et du coup, tu as voulu perfectionner un truc qui sera de toute façon pas parfait et tu as perdu trop de temps, en fait et au final, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi sur la rapidité de publication, la rapidité à agir et à, enfin pas à agir parce que agir en soi, c'est faire le post. C'est plus, mettre sur la place publique ce que tu as fait, ce que tu as produit. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là du délai, tu vois, d'attente et d'overthinking de ce que Ouais, tu as ouais, fait. c'est vrai. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, justement, dans ces mécanismes-là primaires de vouloir, éviter au maximum le rejet, je pense que quand on maîtrise mal ça, quand on maîtrise mal cette peur et que du coup on s'empêche de publier jusqu'à ce que ce soit parfait, je pense que c'est le meilleur moyen aussi de flinguer en fait son contenu. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un Ah non, côté comme mais ça, je trouve. clairement, hein. En fait, dans tout ce que tu fais, quand tu cherches la perfection dès le début, en fait, le problème, c'est que tu vas pas avoir de feedback. Les seuls feedbacks que tu vas avoir, ils sont de toi. Mmh. Mais du coup, tu imagines, tu es dans l'imagination, tu es pas dans le réel, dans le concret. Du coup, tu t'adaptes pas à ton marché, tu t'adaptes à ton ego, tu vois? Mmh. Donc, encore une fois, quand tu es dans l'ego de toute façon, c'est simple, hein. À partir du moment où tu es guidé par ton ego, le résultat final, il sera mauvais. Mmh. Les plus grands sportifs du monde, les plus grands compositeurs, tout ça, ils ont pas été guidés. Alors oui, l'ego est important. On a besoin de notre ego pour réussir et tout, mais ils ont pas été guidés par leur ego. Ils ont sorti, ils ont testé, ils ont fait plein de choses. Ils ont écouté les gens, surtout les sportifs. Les sportifs, c'est les premiers à écouter tout le monde, tous les petits conseils qu'ils pourraient récupérer. Donc ouais, que ce soit pour créer un post LinkedIn, pour, faire un gâteau. Tu sais, il y a 2 types de familles. Tu as la famille où tu as la grand-mère ou je sais pas qui, ou n'importe qui, ou le grand-père qui va apporter un gâteau ou un cadeau, tu vois, qu'il a fait à la main. Et tout le monde va dire: «Waouh, c'est beau, c'est bon, c'est super», peut-être c'est vrai, mais ou peut-être que c'est faux. Et tu l'autre famille où t'en as un qui va dire: «Ah non, j'ai pas aimé ton gâteau, mais c'est pas grave, enfin, tu vois, c'est pas grave, j'ai pas aimé». Et ça en dit beaucoup parce que tu verras que dans les familles, j'ai déjà fait quelques repas de famille, dans les familles où les gens, ils sont très honnêtes entre eux, où ils disent: «Bah, ouais, j'ai pas trop aimé le plat aujourd'hui», tu vois? C'est pas grave de pas aimer, tu vois? Mais faut le dire. Bah, en général, tu vois que c'est le même type de profil, c'est les profils qui réussissent plus. Mmh. Alors que les familles où en général ils sont trop coincés, ils ont peur de se dire la vérité, ça va créer trop de tensions familiales, trop de friction et du coup ils vont pas trop oser s'épanouir, tu vois? Et Mmh. du coup faire un Ouais, je truc vois. qui ne plairait pas. Aller sur un métier qui ne plairait pas au père ou à la mère ou quoi, tu vois? Mmh. Donc c'est important. Même moi dans mes groupes, de potes, des fois je te dis ma copine, elle est choquée comment on se parle avec mes potes. Tu vois, des fois, je sais pas, je vais sortir une vidéo, je vais demander à un pote qu'est-ce qu'il en pense et mon pote, il va dire: «Ah Léo, elle est éclatée cette vidéo. Franchement, la sors pas, la honte», tu vois? Mais on se dit, tu vois, la vérité. On se dit la vérité et c'est comme ça qu'on avance. Alors on le dit, de manière, fait exprès, tu vois, de se balancer des pics, mais c'est gentil. Mais tu vois, on se dit la vérité et ça, c'est important. Et Mmh. dans mon équipe, pareil, dans LinkedIn, j'ai tout le temps obligé tout le monde à me dire quand il y a quelque chose qui va pas, tu vois? C'est pas parce que moi, entre guillemets, c'est moi qui les paye et ils travaillent pour moi, même si je préfère dire ils travaillent avec moi, qu'ils n'ont pas le droit de dire: «Bah Léo, là, le post que tu as fait aujourd'hui, non, c'est nul, c'est enfin, ne sors pas ça», tu vois? Mmh. Donc ça, c'est important et les vrais potes, en général, ils disent la vérité. Ouais, c'est intéressant cette idée-là et d'ailleurs, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que du coup, ta manière de voir ta création de contenu, hem, tu l'appliques autant dans le fait de produire du contenu que dans le fait de fonctionner au quotidien. Tu vois, tu Ouais, parles de famille, tu parles de tes amis et cetera. Hem Et du coup, le vrai sujet pour les personnes qui créent, du contenu notamment sur LinkedIn, c'est de pas le penser comme étant un élément, indépendant du tu sais, on parlait d'un petit peu cette double personnalité au travail versus, en famille. Je ouais, pense qu'il y a quand même des éléments qui se retrouvent dans les 2 et notamment cette capacité à dire la vérité, à être franc, à, sortir les choses qui vont bien, qui vont pas, qui sont propres ou pas. Cette espèce d'honnêteté intellectuelle, que tu peux avoir autant avec tes amis que dans le pro. Je pense que c'est aussi un vrai besoin, autant pour tes propres contenus que chez l'audience. Je ouais, m'explique, ouais.
C'est Daniel Dalen qui expliquait, il disait, je sais pas si tu connais, je pense que oui. C'est Ça un me c'est un mec qui fait tu sais les gros POV sur, YouTube? Ouais, C'est le mec qui est originaire de ça. C'est lui qui a créé OK, ça. maintenant je connais Donc même sa pas, tu vois? vibe, bah, je te recommande, enfin moi je kiffe parce que j'adore les vlogs, et c'est un entrepreneur, qui est à Hong Kong et enfin voilà, il vend rien à travers ses vlogs, enfin il vendait rien jusqu'à il y a très peu de temps, là il vend des lunettes. Mais voilà, en tout cas, super gars, et il a expliqué dans un de ses posts, enfin dans un de ses vlogs, il y a personne d'autre que toi qui peut être aussi bon que toi et toi. Alors ça fait beaucoup de toi, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le vrai edge, et c'est là-dessus qu'on va aller après, c'est la partie authenticité. Et je pense que cette authenticité, elle est aussi vraie dans le fait de se montrer dans ses contenus et montrer qui on Ouais, est et être vraiment soi. On en parlait tout à l'heure, c'est s'identifier en tant qu'individu et se montrer tel qu'on est vraiment et tel qu'on pense vraiment et prendre des positions. Je pense que c'est aussi vrai là-dessus que sur le fait d'être honnête avec soi-même et avec son audience, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a bien fait, moins bien fait. Tu vois, par exemple, tu parlais de tout à l'heure de ce que tu vas sortir comme post sur la réaction de Kelly. Il y a d'autres posts de ce type-là qui peuvent aussi être des réactions sur bah ça, je reconnais que j'ai pas bien fait, des espèces de mea culpa en ouais, public qui deviennent des contenus. Je pense que c'est aussi un besoin de l'audience. Et ça, pour le coup, on en parlait tout à l'heure sur le fondement de LinkedIn. À l'origine, c'était vraiment un réseau social qui permettait d'exprimer la personnalité qu'on a dans le pro, mais ça veut pas dire que c'est juste exprimer de l'expertise. ouais Je pense et qu'il y a aussi ce côté-là d'exprimer qui on est et du coup d'être sincère et authentique dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière d'écrire. Tu vois, et c'est le CEO d'Instagram qui disait en 2026, les posts polis et tout fait, enfin en gros, les contenus polis et beaux sont morts. Seule l'authenticité primera, tu vois. En gros, c'est ce qu'il dit. Et je pense qu'il y ouais, a vraiment ce côté-là où, ouais, en fait, cette partie authentique-là, elle est hyper importante aussi, tu vois, y compris sur LinkedIn, en fait. ouais, en fait, bah, ça j'en parlais avec un client juste avant ce podcast-là, Ok. où je lui disais: «Mais en fait, l'authenticité, à l'ère de l'IA, n'a jamais été autant importante puisque maintenant, faire du beau, faire du hyper propre, c'est simple avec l'IA». Tu vois, Mm. on peut tous faire de belles vidéos. Maintenant avec notre iPhone, on peut bien filmer et tout, donc avant, c'était un avantage concurrentiel d'avoir une bonne caméra, un beau micro, un bon montage et tout. Maintenant, ça l'est plus, au contraire. Mm. Maintenant, tu poses ton téléphone, tu parles, tu dis un truc réel, tu vois, que tu ressens vraiment, et ça va créer de l'authenticité, et c'est ce que les gens veulent. Tu vois, c'est ce que les gens veulent vraiment parce qu'ils veulent connecter avec un humain, ils veulent pas connecter avec une IA lisse. Mm. Et l'autre fois, tu vois, en fait, l'autre fois, j'étais pas bien. Là, je me lève, je commence ma journée et tout, et là, à un moment, je vois un post à charge contre moi qui se tourne sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, j'ai une bonne visibilité, du coup, il y en a, tu vois, qui font exprès Normal. de surfer dessus. Ils ont raison d'un côté, mais il y en a, ils le font négativement. Et en fait, il y en a un qui a vu, il a été, faire des recherches sur moi sur, Google. Les gens, ils prennent quand même du temps, hein. Il est Mm. sur Google et il a vu que j'avais une société qui était en liquidation judiciaire. Et là, il a fait un post, il a fait un screen, il a dit: «Regardez Léo, c'est un mytho, il vous fait croire qu'il gagne de l'argent alors qu'il est en liquidation et tout». Et moi, tu vois, j'ai réfléchi et tout, je me suis dit: «Je vais pas en fait, je vais pas réagir en mode, cacher ça. Au contraire, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer et je vais dire». En fait, j'ai fait une vidéo où j'ai dit: «Bah oui, est-ce que je suis en liquidation? Oui, je suis en liquidation. J'ai eu une ancienne société qui était une agence web avec laquelle ça s'est mal passé. J'ai eu des dettes fiscales, j'ai eu des retards de TVA, ça s'est vraiment mal passé pour moi. J'ai mal géré une ancienne boîte». Et là, j'ai dit, bah, en plus, ce qui est vrai, j'ai dit: «Je suis entrepreneur, j'ai plusieurs boîtes. Il y en a une, voilà, ça a galéré et tout, c'est comme ça». Et le nombre de gens qui m'ont soutenu, et j'ai même signé des clients comme ça, des clients qui ont dit: «Mais Léo, c'est normal, tu es entrepreneur, tu as fait une faillite, enfin, c'est normal. Elon Musk, regarde le nombre de liquidations qu'il a eu dans sa vie, enfin, en fait, c'est normal». Et moi, C'est vrai. à un moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais putain, mais en fait, faut juste dire la vérité, en fait». Mm. Et le gars, il est passé pour un ridicule parce que il a montré en disant ça que lui-même, en fait, c'est pas un vrai entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il va pas clasher quelqu'un qui est en liquidation, au contraire. Bah, moi, je connais tellement d'entrepreneurs qui ont fait des millions ou des milliards, mais que je connais pas du coup personnellement, qui ont fait des liquidations, qui ont fait des faillites, tout ça, mais c'est normal en fait, tu vois? Mm. Et en fait, j'ai remarqué, et
ça m'a créé un déclic, tu vois. Maintenant, dès que j'ai un truc qui va pas ou j'ai peur, tu vois, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser?» En fait, je le partage, je m'en fous complètement, tu vois? Comme tout à l'heure avec Kelly, je me suis dit: «Putain, ouais, mais je vais dire ce que je pense, mais est-ce que le fait que j'ai affiché que des hommes, je vais pas passer pour un misogyne alors que c'est pas vrai», tu vois? Est-ce que vu qu'elle est connue, bah, en fait, je vais pas être pris au sérieux, tout ça? En fait, j'ai fait une vidéo, j'ai posté et les gens, ils sont OK, tu vois? Ils sont d'accord. Mmh. Donc je pense que c'est important. Après, il faut quand même vérifier ce qu'on dit et tout. C'est important de pas Mmh. partager n'importe quoi, parce que ça peut aussi se retourner contre nous. Mais vraiment juste partager les choses. Comme l'autre fois, j'ai appris une mauvaise nouvelle, j'ai eu un impayé de 11 500 €. Ça m'a un peu saoulé, tu vois, la journée. J'étais en Albanie, j'allais passer une bonne journée et tout et là, ça m'a saoulé et en fait, sur le coup, j'étais saoulé, je me suis dit: «C'est là où il faut que j'en parle», tu vois? J'ai sorti ma caméra, j'en ai parlé, pas de montage, à l'iPhone, tu vois, simple. J'en ai parlé et j'ai posté ça et la vidéo a super bien marché. Parce que il y a plein d'entrepreneurs qui ont eu des impayés, c'est normal et là, on voyait, c'était sur le moment, tu vois, où Mmh. vraiment j'étais blasé, c'était pas surjoué, c'était authentique. Alors qu'il y en C'est est il y intéressant. en a plein, ils auraient fait: «Putain, faut cacher ça. Les gens, ils vont me prendre pour quelqu'un de pas sérieux. J'ai eu un impayé. Mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Est-ce que c'est parce que le client était insatisfait? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Ils sont trop dans la réflexion. Alors que non, partage ce que tu as à partager. Ça, Mmh. c'est normal. C'est intéressant de Et tu ouf. sais, c'est qui m'a aussi créé un déclic sur ça? Ah non, du coup, tu vas pas savoir, je te pose la Mais non? question, mais non. Heu, La Boiserie, je sais pas si tu connais? Oui. Ah, Bah, j'adore ce lui, il mec. a une chaîne business, Lulu Ronce de Noyer. En fait, il dit tout. Quand il a des contrôles fiscaux, quand il a des retards TVA, quand il a des problèmes. Même, il avait ouvert une boîte, il avait eu plein de clients insatisfaits. Il a partagé tous ses avis Google de clients insatisfaits et tout. Et il a montré que, bah, il avait mal géré le début de cette nouvelle boîte. C'est son assurance. Il avait créé une assurance automobile et tout. En fait, il partage tout sans filtre. Le gars, il s'en Mmh. fout. Et moi, ça, je trouve bien parce que quand je regarde, moi, au contraire, ça me donne confiance. Quand je vois qu'il a des clients insatisfaits, ça me donne confiance parce qu'il le dit. Tu vois, il Mmh. le dit et il montre comment il va pouvoir améliorer ça pour pas en avoir par la suite. Mmh. Comment il a géré la situation d'avoir des dizaines, des centaines d'avis négatifs sur Google dès l'ouverture de son entreprise. Tu vois, il te montre tout ça et il partage et tu sais qu'à partir du moment où il te dit ça, il va pas te mentir sur le reste parce qu'il ose te dire qu'il a, ça, tu vois? Mmh. Donc Il y a un vrai biais, sur la confiance. J'en ai parlé dans un ouais, podcast il y a un moment. C'est une espèce de nouvelle monnaie. Avant, c'était l'attention. Tu sais, on pensait vraiment que d'ailleurs, il y a eu une interview de Denzel qui justement où la personne qui l'interviewe lui dit, que le soutien du public, c'est important parce que les followers, c'est de l'argent, c'est ouais, la nouvelle monnaie. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que pas du tout. Donc en fait, il faut s'en foutre d'être suivi. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment ce sujet que maintenant, c'est beaucoup plus la confiance. Tu parlais de l'IA, je pense que ça vient vraiment appuyer ce point-là. Hem Et du coup, je pense que, tu vois, je te parlais d'intention tout à l'heure dans la création de ouais, contenu. Je pense que dans les intentions primaires de créer du contenu, ça doit plus être, tu sais, j'ai fait un post il y a pas longtemps, justement, comme je te disais, avec une citation de Denzel et il y a quelqu'un qui m'a répondu qui m'a dit: «Tu complètement raison, on peut pas, hem, suivre et en même temps être leader et pour l'instant, j'essaie de créer des posts de leader, mais mes posts ne marchent pas encore». Et moi, ce que j'ai envie de définir avec toi, c'est quoi un post qui marche? Fondamentalement, parce que un post qui marche, est-ce que c'est un post qui fait, 20 000 impressions, 150 000 likes, mais en fait, les gens ne savent pas quitter, n'ont pas confiance en toi, juste ont réagi au post et ont considéré que c'était un post qui méritait leur soutien, mais finalement le post, a marché uniquement d'un point de vue attention et engagement, mais est-ce qu'il a vraiment marché par rapport aux objectifs que moi je m'étais fixés? Et est-ce que ouais, parmi les objectifs, il devrait pas y avoir aussi, du coup, un gain de confiance, un gain de légitimité, un gain d'autorité? Et ça forcément, c'est pas obligatoirement un post qui va être viral, mais c'est un ouais. post qui sera utile, tu vois? Je sais pas si tu vois ce En que fait, je veux tu as dire? presque tout dit La là. vraie distinction entre les 2, tu vois? Tu as presque tout dit parce qu'en fait, tu vois, hier, je coachais un pote aussi sur LinkedIn. Et à un moment, il commence à me dire: «Est-ce que Léo, tu as des structures de poste et tout?» En fait, non. Moi, tu vois, mes clients, quand je les signe, je leur apprends pas à récupérer des structures de poste, combien fonctionner et tout, parce que des structures de poste, elles vont fonctionner dans un contexte bien précis. Tu vois, les gens qui font, «Ouais, j'ai, créé, 1000 templates de posts, avec, Claude, commande Claude et je t'envoie les 1000 templates et tout».
bon, c'est bien, ça fait de la visibilité et tout, mais en réalité, c'est pas ce qui fonctionne. Ce qui est bien, par contre, c'est d'analyser des posts qui ont fonctionné. Ça, je remets pas ça en cause. Par contre, en fait, ce qui est important pour savoir si un post a fonctionné ou pas, c'est déjà de définir l'objectif de ton post. C'est quel est l'objectif de ce post? Est-ce que c'est de faire des vues? Juste des vues pour, être vu, être visible, augmenter ta notoriété? Est-ce que c'est d'augmenter ta crédibilité et ton autorité dans ton domaine? Ou est-ce que c'est de générer des leads? Tu vois? Des leads, donc de convertir. Et typiquement, c'est les 3 objectifs que tu as sur des posts LinkedIn. C'est faire des vues, parce qu'il faut en faire, ça c'est important de faire des vues. Autorité, slash crédibilité, donc l'expertise et puis convertir. Une fois que tu as ce 3 types de posts qui sortent sur tes publications, enfin sur ton compte LinkedIn, bah, tu sais que tu remplis tous les objectifs. Et du coup, le post pour faire des vues, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder le nombre de vues, nombre de likes, nombre de commentaires. Tu veux que ça aille dans la masse. Tu t'en fous que ce soit qualifié. Par contre, le post expertise qui est là pour augmenter ton autorité et ta crédibilité dans ton domaine, tu vas pas regarder le nombre de vues, ni le nombre de clics sur ton lien, ni le nombre de nouveaux abonnés, mais plutôt la qualité des likes et la qualité des commentaires. Si tu vois que tous les gens qui ont commenté, ils sont pas du tout dans ta cible, c'est que ton post, il a pas rempli son objectif, même s'il a mis le commentaire. Tu vois? Mmh. Alors que le post visibilité, lui, tu t'en fous. Là, tu voulais qu'il ait 1000 commentaires, par exemple. Donc ça, c'est important. Et ensuite, le post conversion, là, tu t'en fous de la visibilité. Tu t'en fous du nombre de likes et tout. C'est le nombre de clics qu'il y a eu sur le lien que tu as partagé dans ton post. Donc en fait, en fonction du post, tu as un objectif différent et donc les critères vont complètement changer. Mmh. Là, ça, c'est important. Et c'est ces 3 types de posts qui doivent sortir sur un compte LinkedIn aujourd'hui. C'est les posts où tu fais beaucoup de vues, les posts où tu augmentes ta crédibilité et les posts où tu convertis. Mmh. Tu sais, c'est le tunnel, hein. C'est le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Mmh. C'est un peu ça, ouais. Et c'est Ouais. intéressant de le penser de cette manière-là parce que, alors évidemment, c'est d'un point de vue méthodique, c'est pertinent, mais au-delà de ça, d'un point de vue fondamentalement, principe et réflexion quand tu penses à créer, enfin créer, même le terme créer est un peu vaste, mais plutôt à produire du contenu dans tous les cas. Hem, il y a vraiment ce sujet de pourquoi est-ce que les gens postent? Hem et c'est limite une question qui se pose même pas, tu vois? Tu Ouais. sais, on parlait d'exister, je pense qu'il y a des gens qui veulent juste exister dans leur monde professionnel, mais qui Et c'est fixent pas pas grave, hein. d'objectifs qui postent. Mais C'est c'est pas un problème de vouloir exister, mais c'est plutôt quel est l'intérêt derrière le fait d'exister, tu vois? ouais. Est-ce que c'est juste de me faire valider? Est-ce que c'est d'appartenir à la masse et d'être validé par la masse comme tu le disais? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose d'un point de vue professionnel? Est-ce que c'est améliorer ma réputation? Et quand je dis améliorer, c'est plutôt augmenter ma réputation et qu'il y ait plus de gens qui me connaissent pour ce que je fais. Et en fait, vu que les gens se posent pas ces questions-là, peut-être qu'il y a aussi, ce sujet-là, cette question primaire, qu'ils doivent se poser avant même de vouloir se lancer sur n'importe quelle plateforme. Parce que on parle de LinkedIn aujourd'hui, mais en réalité, c'est véridique et véritable sur toutes les plateformes. Je pense qu'il y a aussi cette question fondamentale de pourquoi est-ce que je veux être présent sur une plateforme? Ouais. Est-ce que ça m'est vraiment utile ou est-ce que je veux juste faire comme tout le monde? Bah, tous mes collègues m'ont dit qu'ils étaient sur LinkedIn, ils m'ont dit que c'était génial, du coup, il faut que j'y aille, mais en vrai, je publie pour être là, quoi. Je sais pas si Ouais, tu vois mais ce que tu je veux dire? vois, comme tu dis, en fait, il y en a, ils vont sur les réseaux juste pour faire des vues, des Mmh. likes, ça nourrit l'ego et tout. Et tu vois, pendant un moment, moi, j'avais un regard assez négatif envers ces personnes. Je me disais: «Oui, mais c'est que pour l'ego, c'est des likes, c'est des vues, ça te Oui. rapporte rien, ça t'améliore pas ta vie et tout». En fait, je me suis dit: «Mais est-ce que ces gens, le fait de nourrir leur ego comme ça augmenterait pas leur confiance et du coup, ça améliorerait d'autres domaines dans leur vie?» Dans le sens où, je sais pas, hein, quelqu'un qui commence à faire beaucoup de vues, qui commence à avoir de la notoriété, qui commence à être beaucoup plus à l'aise, du coup, à parler aux gens, bah, automatiquement, peut-être que dans la rue, il va mieux aborder d'autres personnes, tu vois? Peut-être qu'au travail, il va être plus à l'aise à parler aux gens, je sais pas. Tu vois, je pense, il y a toujours un bénéfice indirect, même si de base, ça partait pas sur ce bénéfice cherché. Enfin, je sais pas. Là, pour le coup, c'est une C'est un hypothèse. je capte ce que tu veux dire, c'est un peu, posé comme ça en mode potentiellement c'est vrai, potentiellement Ouais, pas. Mon avis là-dessus, et c'est un avis que je formule là à l'instant, donc pareil, je l'ai pas, formalisé ou structuré ou solidifié, mais l'avis que j'aurais, c'est que oui, il peut y avoir ce bénéfice-là, indirect, mais que étant donné que les raisons pour lesquelles ces gens-là se sont lancés sont néfastes pour leur propre, vie, ouais,
ça leur retombera dessus d'une manière ou d'une autre. Je m'explique. Si un jour j'ai une notoriété qui explose, oui, ça me donnera une confiance en moi pour aller aborder des gens, et cetera. Mais en fait, le fondement même qui fait que j'avais pas confiance en moi avant n'est toujours pas réglé. Ce qui fait que du coup, cette confiance-là, c'est une surconfiance qui est ultra dépendante des résultats des réseaux sociaux. C'est-à-dire que le jour où ça ne marche plus, où je n'existe plus, où, et notamment, je pense notamment aux plateformes de format court où en fait, globalement, il faut perpétuellement continuer de produire et de créer pour qu'on se souvienne de toi. Moi, je me sou j'ai plein de créateurs que je suivais sur Instagram. Alors, je sais pas sur LinkedIn, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais sur Instagram, il y a des gens que je suivais énormément qui étaient grave connus, qui avaient 200, 300, 400, 500 000 followers, inexistants aujourd'hui. Ils les ont toujours, mais ils font 8 000 vues, tu vois? Et ce que je veux Ouais. dire, c'est que potentiellement, si jamais on se lance dans cette volonté-là égotique et qu'on ne règle pas ce problème en parallèle, je pense qu'il y a un vrai, limite la retombée, elle fait encore plus mal parce que du coup, tu es Ouais. élevé par la société hyper haut, toi intérieurement, tu te sens hyper bas et le jour où la société t'élève plus, bah, en fait, tu retombes, tout en bas, quoi. Tu vois? Ouais, Et c'est vrai même que ça doit faire tu te mal. fracasses, quoi. En plus, c'est marrant parce que j'en connais des gens qui étaient très hauts en termes de notoriété, qui sont tombés très bas, ils ont rien construit. Mmh. Ça doit faire vraiment, vraiment mal à Ouais, la je fin. pense que ça fait mal. Mais En je pen fait, en fait c'est là où en fait, c'est vrai que tu as vécu dans une illusion et mmh, d'un coup, tu te retrouves avec ta vraie personne, plus la personne des réseaux sociaux. Du coup, tu dis: «Ah ouais, putain, en fait, je suis cette personne-là». ouais, c'est ça. Tu vois? Et Donc je ouais. je pense que justement, on parlait tout à l'heure de dissocier le fait de produire du contenu et le Ouais. fait d'avoir de la valeur soi. Je pense que tant que ça a pas été dissocié, en fait, dans tous les cas, la retombée, elle fera mal parce que du coup, Mmh. si c'est la même chose, tu le mets sur un pied d'égalité, bah, le jour où le contenu, il est, entre guillemets «éclaté», pas validé et cetera, bah, vu que j'ai considéré que c'était, ma personne qui était, équivalente à mes contenus, bah, du coup, ma personne aussi, elle est éclatée, ma valeur, elle est éclatée, je vaux plus rien, les gens m'aiment pas et cetera, tu vois? Alors que, bah, Ouais. juste c'est juste mon contenu et je me dis qu'il y a peut-être ce sujet-là, assez important, tu vois? Et je pense que c'est pas que lié, à LinkedIn, je pense que c'est lié de manière générale à la Ouais, validation ouais. sociale, tu vois? Oui, ça, c'est dans tout, hein. C'est même, Mmh. dans une université, tu vois? Tu as celui, Ouais, qui clairement. est là, pour l'ego, il veut plaire à tout le monde et tout, mais au final, il construit pas son avenir à côté et puis tu as celui Mmh, qui va être dans son coin, qui va construire son avenir et c'est plus tard lui qui fera du bruit, tu vois? Et pas celui qui avait démarré justement avec l'intention de vouloir faire du bruit. mmh. Donc ouais, je vois. Tu m'as convaincu là, tu vois? Heureux de l'avoir fait. J'ai un autre sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Je crois qu'on est à peu près sur les mêmes catégories d'âge, toi et moi. Je suis en 2001. Je Je suis sais un pas 2000, exactement. donc Tu ouais. es en 2000, voilà, donc on a 1 an de différence. Tu es mon aîné. Hem, Question, à l'âge que tu vois, tu me parlais de certaines sommes d'argent et même de manière générale d'avoir des responsabilités, des boîtes qui marchent, des boîtes que tu gères moins bien. Ça m'est arrivé aussi et même très récemment, encore plus. Mais, vraie question, est-ce qu'à cet âge-là, hem enfin, c'est même à tous les âges, mais je pense qu'encore plus jeune, c'est différent. Hem, les responsabilités, le fait de prendre des décisions, d'avoir à gérer, quand on est sur LinkedIn et que du coup, bah, voilà, c'est des choses que tu partages, comment est-ce que toi, intérieurement, tu le gères? Est-ce que tu le gères, comment j'expliquerais ça? Est-ce que tu le gères de la même façon que tu l'exprimes sur les LinkedIn? Genre, en gros, ce que tu dis sur LinkedIn, tu vois, tu partageais certains contenus et cetera. Est-ce que c'est fondamentalement exactement la même chose qui se passe quand tu dois gérer les choses? Ou est-ce que tu as une manière particulière de gérer la pression, les responsabilités? Est-ce que déjà c'est une forme de pression ou pas pour toi? Comment est-ce que toi tu vis ça au quotidien, à l'âge que tu as? Le fait d'avoir un business qui marche aussi bien, qu'est-ce que ça génère chez toi? Est-ce que c'est cool, tu es content de l'avoir? Ou est-ce qu'au contraire Ouais. c'est un poids et c'est une pression? Alors, moi j'ai un petit, on va dire, un point faible dans la vie, OK, c'est qu'en fait, j'ai très peu de pression, mais dans le OK. sens où même quand j'en ai besoin, alors j'ai du stress positif et tout, quand je vais faire une conférence en physique devant plein de gens et tout, je vais stresser. Et le truc, c'est que si par exemple, j'ai un mois où je fais beaucoup moins de chiffre d'affaires, il y en a, ils stresseraient, ils auraient la pression. Moi, je suis là, tranquille, tu vois? Mais du coup, des fois, c'est pas positif dans le sens où je mets pas la pression, donc je me pousse pas comme je devrais me pousser par rapport à mes objectifs. Mais d'un côté aussi, il y a tout le côté positif, c'est que moi, la nuit, je dors tranquille. Genre, alors j'ai eu des périodes, surtout avant, maintenant j'ai appris à vivre, avec, où j'arrivais pas à gérer la pression, le stress, tout ça. Maintenant
pour que quelque chose me stresse, faut vraiment que, je sais pas, ça touche à ma vie. Parce Ouais. que pareil, la liquidation, il y en a plein. Je me rappelle quand j'étais au tribunal, il y en avait qui stressaient et tout. Moi, j'étais là avec mon dossier, tranquille. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'est d'aller au restaurant après d'à côté parce que j'avais vu qu'il y avait un bon menu, tu vois. Genre, vraiment, en fait, je pense, j'ai appris à faire ça. Alors, ça vient beaucoup de la méditation, OK. de la lecture, du fait de prendre beaucoup de temps pour moi. Je prends énormément de temps. Toutes les soirées, je les ai pour moi. Le soir, je joue à la Play 5, tu vois, genre, tranquille. En fait, je prends vraiment du temps pour moi. Je voyage. Là, tu vois, il y a 2 semaines, j'ai été une semaine en Albanie avec un pote. Je travaillais le matin pendant 2 heures. La journée, je je profitais, tu vois, genre normal. Mais il y a des périodes où je suis ultra focus. Comme là, cette semaine, je suis ultra focus. Et puis là, tu vois, dans 2 semaines, je vais au Vietnam pendant 6 mois. Et je sais qu'au Vietnam, je vais être encore plus relax parce que c'est le Vietnam, tu vois. Mais à côté, j'arrive à mettre une pression positive sur les objectifs business parce que je sais que bah, j'ai des gens à payer, j'ai pas de salariés, donc c'est pas des charges fixes. Ça, c'est un peu le truc bien que j'ai changé dans mon business, c'est qu'avant, quand j'avais mon agence web, j'avais des charges fixes, j'avais des bureaux, je devais aller au bureau le matin, j'avais des salariés, des vendeurs et tout et ça me plaisait pas. J'en avais pas beaucoup, Mmh. mais ça me plaisait pas parce que je sentais que j'étais dans une routine un peu, c'est la rat race, quoi. C'est oui, tu es entrepreneur, mais tu pas libre. Là, Ouais. aujourd'hui, je sais que je suis libre, je suis très, très libre. J'ai des charges fixes comme beaucoup d'entrepreneurs et tout, mais je suis libre, j'ai peu de pression, j'ai assez de trésor pour, survivre, plusieurs mois. Ma vie me coûte pas très cher personnellement, parce que moi, je suis quelqu'un de casanier, j'aime bien jouer aux jeux, j'aime bien sortir avec un ou 2 potes, tu vois, grand max. Donc en fait, je pense que le concept de ma vie ne peut pas être très stressant. Par contre, si j'étais un jeune très matérialiste, qui kiffait avoir des montres chères, qui kiffait voyager dans des endroits hyper chers et tout, même si j'aime bien me faire des bons kiffs quand même et tout, qui avait des grosses charges fixes, et je sais pas qu'est-ce qui pourrait apporter aussi du stress, aux formes de stress. Peut-être Ouais. que je stresserais un peu plus, mais ma vie fait que, tu sais moi, l'année dernière, j'ai été en Thaïlande. Je me suis pris une semaine dans une cabane, genre une cabane en bois, tranquille, et j'étais le plus heureux du monde, tu vois, genre vraiment le plus heureux. J'étais seul et j'ai été un mois en Thaïlande, mais une semaine dans un petit truc et je kiffe, tu vois. En fait, je kiffe ma vie. Ma vie, c'est un jeu vidéo. Tu vois, le matin quand je me lève, c'est un jeu vidéo. Je me dis, ok, quels objectifs atteindre, quels objectifs ne pas atteindre et tout. Et vu que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo et que j'ai beaucoup créé des jeux vidéo aussi, parce que j'ai été dans le développement de jeux vidéo aussi de base. En fait, je la vois comme un jeu. C'est-à-dire que les mois Ouais. où j'ai pas fait où j'ai moins fait de chiffre d'affaires, en fait, c'est un score dans un jeu vidéo et je vais me dire: «OK, comment je peux l'augmenter?» Mmh, c'est Et encore génial. une fois, je pense que j'ai réussi, comme mes contenus, à détacher mon business émotionnellement de moi. Mon business, c'est une autre entité sur laquelle je travaille, en fait. C'est pas moi. Il y en a, je pense ils sont trop identifiés à leur business, ils ont trop attaché leur ego à leur business Ouais. et ça, pour le coup, je crois, c'est Oussama, quand parlait Oussama Hamar, qui disait que le problème de beaucoup d'entrepreneurs, surtout en France, moins en Amérique, c'est qu'on s'attache trop émotionnellement à nos business alors que un business, c'est rien. C'est un papier juridique avec un chiffre d'affaires et enfin, tu vois, c'est pas ta vie, pas ta vie. Moi, je suis pas attaché. Il y en a, ils mettent toute leur vie, leur trip dans leur business. Moi, je mets toute ma vie et mes tripes dans mes projets. Mais si demain LinkedIn disparaît, bah écoute, c'est la vie, hein. Je cherche un autre business et je fais de l'argent sur un autre business, tu vois. Mmh. Donc Ouais, c'est et ça intéressant peut parce rejoindre que plein d'autres sujets, tu vois? Ça peut mmh, rejoindre plein d'autres sujets. La passion, est-ce que Léo, tu es vraiment passionné par ton projet ou par autre chose? Moi, par exemple, je dis souvent et je suis honnête avec ça sur le fait que je ne suis pas passionné par LinkedIn ni par mon business. Je suis passionné par le business de manière générale. mmh, J'ai vu une opportunité qui était LinkedIn, j'ai voulu la masteriser et je kiffe faire ça. Mais quand je suis arrivé sur LinkedIn, j'ai pas dit: «Waouh, LinkedIn incroyable, je suis passionné par ça». Au contraire, je suis arrivé, je me suis dit: «C'est quoi ce truc de fou?» Enfin, LinkedIn, tu sais, les gens, ils étaient à l'ouest dessus, enfin, tu vois? Donc je suis pas venu par passion, je suis venu par opportunité, mais par passion pour le business de manière générale. Parce que depuis que je suis tout petit, depuis ma naissance, vraiment, je disais à mes parents à chaque fois: «Je veux être chef d'entreprise, je veux être chef d'entreprise».
quand j'étais petit, mes cadeaux, c'était des enveloppes, des stylos, des faux tampons d'entrepreneur avec du scotch, tu vois. Et je faisais genre d'être chef d'entreprise. Donc en fait, je suis né avec ça et j'ai jamais été salarié. Moi, mon confort, contrairement à d'autres, il est dans l'entrepreneuriat. Tu vois, Mmh. moi, quand je me dis, putain, et si demain ça marche plus, je dois retourner salarié. Moi, ça n'existe pas. En fait, c'est si demain ça marche plus, je dois créer un autre business parce que mon cerveau n'a pas téléchargé le truc de on peut être salarié vu que j'ai jamais de ma vie été salarié. Ça, Mmh, c'est ça intéressant. n'existe pas, tu vois. C'est intéressant. Pour, toutes les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y a plusieurs points dans ce que tu dis. La première, c'est que je dirais que ce que tu expliques là et je pense que tu le sais et que tu le dis de cette manière-là, c'est que c'est propre à toi. Ce que je veux dire, c'est Ouais, que, il y a plein de gens qui justement ont été salariés, sont passés entrepreneurs. Il y a pas de règle fixe sur ouais, non, il y a le moyen pas de du tout. fonctionner. Moi, je sais que personnellement, j'ai été salarié et que si jamais, ça se casse la gueule, je ferai tout pour que, j'ai pas à y retourner, mais que, bah, si j'ai pas à manger et que ça marche pas, bah, je sais que je suis capable d'être salarié pendant une période de temps court. Voilà, parce Ça me que rendra fou, tu vu que vois? tu Ça me l'as rendra fou, fait, mais c'est une réalité en fait. C'est voilà, ça. c'est une réalité et tu vois, genre, je pense que c'est effectivement, c'est intéressant de se dire que juste, c'est un programme qui a été, installé un jour ou pas, tu vois? Et moi, bah, je suis Ouais, passé par là, donc ça s'est installé, mais c'est un programme que j'ai détesté, installer, tu vois? Et ouais. c'est un programme que j'ai détesté faire tourner et donc je veux le faire tourner le moins possible et je veux qu'il reste au fond de l'ordi, tu vois? Mais Mais je pense effectivement, que je capte aussi, pardon. ouais. Non, vas-y, Mais je vas-y. pense que le conditionnement Mmh. mental, même si on va plus loin spirituel, tu vois, il est hyper important dans le sens où moi, comme je t'ai dit, toute mon enfance, j'ai pensé, pas business, mais projet, parce que quand j'étais petit, je voulais pas gagner de l'argent avec ça. Mais Non. j'ai tout le temps voulu innover, faire des créations. J'allais à la déchetterie, je me rappelle, récupérer des ordinateurs abandonnés et tout. Je les démontais, je faisais des inventions avec. Enfin, vraiment, j'étais à fond dans mon univers, tu vois, seul dans ma chambre. Mmh. Et, heu, et ouais, j'ai tout le temps rêvé et je me suis toujours dit plus tard, j'aurai une entreprise, plus tard, je vivrai comme ça. Il n'y a jamais eu la possibilité et j'ai jamais imaginé que je pouvais être salarié. Et tu vois, il y a Mmh. quelques jours, j'ai été voir le jour de la sortie, il me semble, le documentaire de Michael Jackson, Ah, le oui. nouveau. Et ben, en fait, il est incroyable. Ce gars, tu vois, avant, enfin, c'est pas que j'aimais pas, c'est qu'en fait, je connaissais pas beaucoup Michael Jackson au final. J'écoutais pas ses musiques et tout. Il y en avait beaucoup qui en parlaient. Moi, presque, je me disais, mais il est pas un peu surcoté? En fait, Mmh. en ayant vu son documentaire, j'ai presque honte, tu vois, de l'avoir sous-estimé. Parce qu'en fait, le gars, je sais pas, peut-être quand il avait 10 ans, il se conditionnait déjà, il faisait déjà de la visualisation. Il se répétait des choses, tu vois. Il disait, je vais être le plus grand artiste de tous les temps. Je suis fort, tu vois. Et en fait, je pense qu'il a grandi avec le fait que c'était impossible pour lui de ne pas être la plus grande star au monde. Mmh. Plus grand artiste au monde, pas star, artiste. Mmh. Et tu vois, il parlait pas d'argent, de gagner de l'argent ou d'être connu. Il disait, je veux être le plus grand artiste au monde. Il Ouais, c'est parlait clair. pas des résultats. Il parlait de lui, ce qu'il souhaitait être. Et ça, c'est important, c'est qui tu veux être, pas ce que tu veux avoir. Il a pas dit, je veux avoir tant d'argent grâce à mes musiques. Il n'a pas Mmh. été passionné par ça. Il a été passionné par vraiment qui il veut être. Et Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà d'être, c'est ce que vit, cette personne-là au quotidien. ouais, D'ailleurs, tu vois, en général, tu sais, on espère tous, enfin, en tout cas, quand on veut entreprendre ou quand on est entrepreneur, on espère tous un jour arriver à un niveau de succès. C'est Eman Gadzhi qui disait que, en gros, il s'arrêterait à 1 milliard parce qu'au-delà de 1 milliard, ce serait trop de pression, trop de stress, trop de choses de ce genre-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des gens, une fois qu'ils arrivent à un certain niveau de succès ou qu'ils commencent à faire marcher leur boîte et puis qu'ils ont les mêmes problèmes que toi ou moi on peut avoir, les liquidations, les problèmes, les clients insatisfaits ou au contraire très satisfaits, mais du coup pour lesquels il faut se donner à fond et du coup ça fait du stress, ça fait des sortes de travail, etc. Il y a une citation que j'avais adorée, que j'avais écoutée dans un podcast, c'est de Miles Hadcock, Cox pardon, et qui disait mhm, c'est un entrepreneur pareil, je sais pas exactement ce qu'il fait d'ailleurs. En d'accord, fait, j'avais plus retenu la citation que le gars, d'accord, ouais. mais en gros, je crois qu'il lui-même, il paraphrasait quelqu'un et il disait: «Quel privilège d'être épuisé par le travail que tu suppliais autrefois l'univers de t'accorder. Quel privilège de te sentir dépassé par la croissance que tu ne faisais que rêver. Ouais, ouais, Quel privilège d'être mis à l'épreuve par une vie que tu as construite intentionnellement et quel privilège d'avoir dépassé les choses avec lesquelles tu te contentais autrefois». Et ouais, j'ai non, mais adoré c'est cette vrai. citation parce que ce qu'elle veut dire, c'est que
on se plaint perpétuellement, en tout cas une partie des gens se plaignent: «J'ai des problèmes, c'est stressant, c'est dur, je suis isolé, personne me comprend» et cetera. Fondamentalement, si tu en es là aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment donné où justement, dans ta tête, tu t'es dit que tu méritais ce truc-là et que tu es allé le chercher et juste c'est les downsides qui étaient inclus dans le package, tu vois? Et je Ouais, pense que c'est vraiment ça qui parfois fait mal et tu vois, par exemple, Michael, oui, il rêvait d'être le plus grand artiste au monde, mais dans le package, il y avait aussi, bah, les agents de sécurité, les gens qui faisaient des malaises autour de lui, les paparazzis, ouais, tout ça, en fait, tout ça, c'était dedans, tu vois? Et je pense que c'est hyper important aussi tu vois, c'est pour ça que je te posais ces questions-là sur, le fait d'avoir des responsabilités, de devoir prendre des décisions, de vivre des difficultés, hem, parce que en fait, ça fait partie du package et même si ouais. tu as appris à gérer ton stress et cetera, tu le dis toi-même, même pour quelqu'un qui, de base, n'a pas d'appétence particulière à stresser, à se foutre la pression, il y en a dans tous les cas et Et dans oui, tous les oui, cas, non, ça fait partie et du chemin. il en faut, parce que Mmh, sans stress, en fait, c'est comme l'ego. mmh, Si on n'avait pas du tout d'ego, en fait, on n'évoluerait pas dans la vie. Si on n'avait mmh, pas du tout de stress, on n'évoluerait pas dans la vie. Imagine, tu nais, tu as un compte bancaire avec 100 millions d'euros, tu as un château, tu as une famille déjà construite, tu es musclé, tu sais manger, enfin, tu as tout. En fait, tu vas pas te dépasser, tu vas dire: «Oh OK, j'ai tout», tu vois? Moi, le premier, mmh, je pense, j'aurais rien fait de ma vie si j'étais, comme ça, tu vois? c'est Alors que intéressant là, comme vision. vu qu'on n'a pas tout ça, on va aller le chercher et qu'on ne ressemble pas à la version à laquelle on aimerait ressembler, bah, du coup, il y a un stress qui se crée parce que la vie, elle est limitée. Tu sais, Mmh, on n'a pas, c'est pas illimité. Si c'était illimité, il y aurait pas ce stress. Mais elle est limitée. Du coup, tu te dis: «OK, j'ai tant de temps pour atteindre le niveau, final que j'aimerais, atteindre». Et vu qu'en général, ton niveau final, tu l'atteindras jamais, mmh, ce sera une vision, tu l'atteindras jamais, bah, toute ta vie, en fait, tu vas être nourri par ça et c'est bien parce que sinon on meurt. Et tu sais qu'il y a plein de gens, ça c'est prouvé, hein, scientifiquement, des gens qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, du jour au lendemain, ils ont arrêté. En fait, ils sont morts, ils sont tombés malades, tu vois? Parce qu'il y a plus ce truc qui te force le matin à te lever et tu es passionné par ce que tu fais. Donc mmh, ça, c'est important. D'ailleurs, c'est arrivé au à mon grand-père, tu vois? Qui était un passionné par ce qu'il faisait, passionné par les nouvelles technologies, enfin de l'époque, les anciennes technologies du coup et tout. Et du jour au lendemain, quand il a été à la retraite, tout est arrivé, tu vois? Enfin, il avait plus la raison de se lever et du coup, bah, il a plus rien eu, il est tombé malade, enfin très difficile, tu vois? Donc moi ça, j'y crois vraiment. J'y crois et tu vois, j'ai un client qui a 84 ans, qui est passionné par ce qu'il fait. Il va encore à Paris faire des réunions avec ses avocats et tout. Il est passionné, en fait, il est en forme. Et une fois, il a testé pendant quelques mois d'arrêter et il voyait qu'il commençait à être fatigué. Et il a vite repris et il a la pêche, en fait, ce gars, tu vois? Il a 84 ans, enfin, j'ai l'impression, il en a 50. j'ai une anecdote sur ça, heu, c'est, mon père quand je suis né, bon, il je vais pas dire exactement son métier, mais globalement, il a dit à ma mère: «Je vais m'arrêter de travailler pour te soutenir, pour être là avec toi et tout». Et en fait, mes 2 parents sont des grands passionnés de ce qu'ils font et mon père a arrêté pendant 3 semaines et Ouais. au bout de la 3e semaine, ma mère m'a expliqué qu'il était devenu tellement insupportable, mais tellement chiant qu'elle lui dit: «Écoute, tu vas retourner travailler, tu vas me laisser tranquille et le soir quand tu rentres, ça se passera mieux» et après ça Oui. s'est bien passé, tu vois? Mais il y a des gens, je pense qu'il y a fondamentalement des gens et je pense que j'en fais partie, des gens qui, s'ils s'arrêtent, ça les rend plus malades que s'ils continuent Mais et oui, c'est pas une oui, question clairement. de burn-out, de charge mentale et cetera. Je pense que c'est la capacité à trouver quelque chose que tu pourrais faire gratuitement qui fait que, enfin, trouver quelque chose que tu pourrais faire gratuitement et que tu aimes faire de manière, non comptable, genre tu comptes pas les heures, tu comptes pas les minutes, tu comptes pas les efforts non plus. Je pense que c'est fondamentalement ce qui fait que tu réussis ou pas, à garder ça et c'est pas forcément quelque chose que genre dont tu es ultra passionné, tu vois? Tu me parles de LinkedIn, typiquement, toi ce que tu aimes de manière générale, ce qui te passionne vraiment, c'est le jeu business. Ouais. Bah, je pense que tu pourrais en faire sans le compter, tu vois? C'est plutôt ça que je veux dire. Ah oui, Pas oui, forcément clairement. trouver la manière je pense que le véhicule par lequel tu, appliques cette passion ou tu vois, par exemple, le business, moi, c'est un peu la même chose, mais ce véhicule-là est moins important que l'élément lui-même, hein. Mais, Ouais. tu vois, par exemple, ton grand-père, il était passionné de technologie. C'était pas une technologie en particulier, tu vois? Mais peut-être Oui, qu'il s'est oui, focalisé c'était sur une pour que ça ouais. marche. Mais voilà, tu vois? Je pense que c'est important aussi de capter ça et
pour en revenir au sujet du podcast, le fait de partager cette chose-là sur les réseaux, je pense que c'est le gage le plus certain de façonner, de build une forme d'autorité et d'authenticité. C'est-à-dire que si, globalement, ce que je veux dire, c'est que si je commence à parler d'un sujet qui me passionne pas particulièrement, que je vais pas aimer creuser, qui ne fait pas partie de ce que Naval appelle les curiosités naturelles, bah typiquement, je vais pas en parler longtemps. Je vais pas faire ça longtemps. Je vais pas m'expertiser. Je vais pas le masteriser comme toi tu l'as fait. Typiquement, je pense au podcast. Tu vois, si j'aimais pas Ouais, faire des podcasts, si j'étais pas un gros blablateur H24, parce que hors podcast, tu vois, on a fait 15-20 minutes avant de commencer le ouais, podcast. ouais. Donc, tu as capté que je parlais H24, tu vois. Voilà, je suis une grosse pipelette. Et donc, en fait, juste, j'aime ça. J'aime fondamentalement la confrontation d'esprit et l'échange d'idées. Je trouve que c'est hyper nourrissant. Et moi, je vais sortir du podcast, contrairement à beaucoup de gens. Là, je vais péter le feu, tu vois. Je sais pas si je vais réussir à m'endormir à l'heure que j'ai prévu, tu vois, parce que je vais avoir plein d'insights, je vais noter dans des carnets, voilà. Et Ouais. ce que je veux dire, c'est que je pense qu'une fois que tu as trouvé ça, euh, enfin, en fait, tant que t'as pas trouvé ça, je trouve ça compliqué, en fait, de se mettre en avant, d'un point de vue pro, notamment sur des plateformes comme LinkedIn. Et je pense que auprès de tes clients, je sais pas si c'est le cas, c'est une vraie question. Toi qui travailles avec beaucoup de gens qui justement utilisent LinkedIn comme un biais de développement de leur activité, puisque tu es sur du B2B, euh, est-ce que c'est un élément que soit tu visualises en amont avant de les signer comme clients, comme quelque chose, ok, ils ont déjà une passion, ils ont déjà une expertise, ils vont pouvoir en parler longtemps et créer quelque chose qui est cohérent sur du long terme, parce que ton accompagnement, je crois qu'il fait 6 mois. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu identifies avant ou même pendant? Est-ce que tu essaies d'identifier avec eux ce qui justement les passionne véritablement? Est-ce que ça fait partie des choses qui sont fondamentales dans ta manière de travailler ou est-ce que c'est secondaire et moins important? Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que j'ai la capacité à, quand je vois un profil, vite me projeter et me dire: «Avec lui, je vais pouvoir faire ça, ça, ça». Tu vois? J'ai Mmh. les idées de posts qui arrivent, donc c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ouais. Parce que là, ouais, bah, tout à l'heure, par exemple, comme quand je t'ai dit, on a signé de nouveaux clients, j'ai été voir leur profil, je me suis dit: «Putain, mais là, ça va être incroyable» et j'ai visualisé leur profil LinkedIn et je me suis dit: «Là, ça va être trop bien, ce qui va se Mmh. passer». Parce que c'est un jeu. Là, c'est un jeu, je transforme mon travail en jeu vidéo et c'est Mmh. pour ça que je pourrais le faire gratuitement. Mais avant, bah, en vrai, là, je vais être 100 honnête pour le coup. Quand je me suis lancé dans le business et que j'ai signé mes premiers clients, c'est plus, bah, voilà, là, j'ai besoin d'argent, faut que je signe, tu vois? Et Mmh. ensuite, je vais me tuer à la tâche pour lui apporter les résultats que je lui ai promis. Et c'est comme ça que ça marche parce que là, c'était une pression, mais positive, parce que j'avais une vision, c'était de pouvoir financer mes études. Pour financer mes études, il fallait que je signe des clients. Donc du coup, il y avait cette pression des 2 côtés, parce que si à la fin de l'année, j'avais pas l'argent pour payer mes études, entre guillemets, bah, j'avais ouais, la honte un peu, tu vois? Mon entourage, allait être un peu déçu. En tout cas, c'est comme bah, maintenant, je le pense plus comme ça, mais à l'époque, je faisais énormément attention au regard des autres. Avant, j'étais énormément je me sentais énormément rejeté par les gens. Ça m'a beaucoup freiné dans ma vie pour le coup. Mais oui, de manière générale, j'arrive à visualiser en fait un client parce que je kiffe ce truc de transformer un client d'un point A à un point B et en Mmh. plus, à chaque fois, je me dis: «Le meilleur capital que j'ai aujourd'hui, c'est la satisfaction de mes clients» parce que je sais que s'il est satisfait, il va m'en rapporter derrière et ainsi de suite et ainsi de suite. Et tu vois, moi, tous les jours, je me dis alors oui, je veux de l'argent et tout ça, j'en veux. Mais à chaque fois, je me dis: «Comment je peux devenir le meilleur expert LinkedIn au monde?» Tu vois? Vraiment le meilleur et je réfléchis que comme ça, tu vois? C'est hyper important. Mmh, c'est intéressant Donc comme manière ça me fait penser, moi je sais pas si tu suis un peu le sport. Moi, j'étais un grand fan de foot. J'ai bossé dans des clubs pro avant en tant que préparateur physique ah, trop bien. et j'étais fan absolu de CR7, de Cristiano Ronaldo, Ouais, parce que j'aimais la mentalité, j'aimais tout, de ce gars-là et et il disait une phrase, c'est de la philosophie, de Cristiano, mais ça reste intéressant. Il expliquait que perpétuellement, il se considère à l'instant T comme étant le meilleur dans ce qu'il fait, le meilleur footballeur au monde de tous les temps. Et ce que tu me dis là, c'est que là, pour le coup, ce qui est cool, c'est que alors lui, il a vraiment ce côté-là égotique de: «Je le suis vraiment maintenant». Là où toi, pour le coup, tu essaies de penser comme si tu visais ça, tu vois? Genre tu c'est ouais. un objectif plus qu'une identité, genre tu es conscient que c'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est ce que tu vises et je trouve ça intéressant comme idée parce que Ap Après, alors là, je vais quand même rebondir, c'est important. Moi, je suis ouais, quand même d'accord avec lui dans le sens où
je trouve quand alors là, je parle de la culture française parce que c'est la culture que je connais. Mmh. En France, il y a un truc qui m'énerve, c'est que on a souvent du mal avec les personnes arrogantes. Quand je dis Mmh. arrogant, c'est pas quelqu'un qui méprise les autres. Ah bah, il y a l'arrogant, narcissique, pervers, tu vois, qui va maîtriser les autres. Puis il y a celui qui est sûr de lui, qui sait qu'il est le meilleur, tu vois? Moi, j'ai des potes, qui sont convaincus qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine et tout Mmh. et en plus, bah, c'est vrai ou pas vrai, mais en tout cas, ils le sont convaincus et tout et c'est bien et moi, j'aime bien ces gens parce que, tu Mmh. vois, il y a un côté, où tu es avec des gens qui sont sûrs d'eux, du coup, toi aussi, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu sois le meilleur et tout Mmh. et en France, alors ça, c'était Timothée Chalamet? C'est comme ça, Timothée Chalamet, tu sais l'acteur, qui a fait, Willy Wonka là? Oui, 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 je vois très bien. Voilà. Celui qui a fait le pongiste il y a pas longtemps là. Ouais, voilà, beh, lui, Comment il il a s'appelle? dit un truc du genre: «En France, de toute façon, on aime bien les gens médiocres», tu vois? On aime bien les gens médiocres, et on a du mal avec les gens qui réussissent et tout. Parce Mmh. que le problème, c'est que, vu que la plupart des gens se sont dans leur confort, restent dans leur confort et ont peur de sortir de leur confort, ils vont plus s'identifier à quelqu'un qui est comme eux. Je dis pas qu'ils sont Mmh. médiocres, je dis qu'on a la perception du coup de la personne médiocre. Alors Et que quelqu'un qui réussit et tout, plutôt que s'en inspirer, en général, on va la jalouser. Et moi, ça, je l'ai énormément vu dans les taxis. Ça, c'est une expérience sociale à faire dans sa vie. En plus, j'ai fait pas mal de pays. J'ai pas fait l'Amérique, mais j'ai pas mal de retours d'expérience sur l'Amérique aussi. À chaque fois que je vais dans un taxi à Paris, à un moment, on commence à parler, tu vois, même à Montpellier ou quoi, on commence à parler. Il dit, tu fais quoi dans la vie et tout. Je parle de business. Il dit, ah ouais, ok, c'est bien, mais t'es sûr que c'est sécurisé? Ouais, mais si un jour ça marche plus, il va essayer de trouver le problème. À Dubaï, heu, en Thaïlande, moins en Allemagne pour le coup, moins en Allemagne, en Suisse, en Espagne, partout en fait, absolument partout, en Albanie encore plus, en Roumanie, tous à chaque fois ils me disent: «Waouh incroyable et comment tu fais? J'aimerais trop faire pareil, explique-moi». Tu vois? Ils essaient de comprendre, ils s'inspirent de la personne, tu vois? Et tu le sens, il y a une joie de parler à quelqu'un qui réussit dans son domaine qui est pas du tout la même en France. En France, des fois, je dis, même quand je suis dans des repas un petit peu plus grand public ou des taxis ou quoi, je cache un petit peu parce que je sais que la finalité, ça va être un petit peu de, je sais pas, jalousie ou quoi. Tu le ressens en vrai. en vrai, je sais pas si j'ai le même avis. J'ai un ami qui est très similaire, mais hem, je pense que ça dépend, un du milieu, de manière évidente, heu et 2 de comment dire? Je pense qu'il y a un côté en France qu'on retrouve pas ailleurs, qui est ce que je vais appeler de la fausse élégance. En gros, je mon avis personnel sur le sujet, il est qu'en France, on attend que les gens qui réussissent fassent preuve de suffisamment d'élégance pour qu'ils n'aient pas besoin de montrer leur réussite, mais qu'elles se montrent d'elles-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que ce soit, même si c'est, quand je dis faussement, c'est qu'effectivement il y a une jalousie qui est cachée, Ouais, mais que ça va être exprimé et formalisé comme étant une critique du manque d'humilité d'autrui. On va considérer que il est pas assez humble, il est prétentieux, comme tu disais, il est arrogant, euh, parce que il n'a pas fait l'effort de passer de cet état de joie personnelle d'avoir réussi, d'avoir envie de le montrer, à je fais preuve de retenue, je fais preuve de classe. Tu vois, c'est ouais, des mots qui vont être utilisés de cette manière-là pour expliquer pourquoi est-ce que ça, tu vois, il est péteux, il est tape à l'œil, ce genre d'éléments, tu vois. ouais, Parce que on a cette culture-là en France qui a été en fait détournée, qui était les bonnes manières, la culture, etc. Et enfin, tout cela est guidé dans un esprit de manière générale de la bien-pensance, de l'esprit vraiment de les règles à table, les codes vestimentaires, la mode, il faut la cuisine, enfin tout en fait, tout de manière générale était très condensé dans un espèce d'élément de retenue. Quand tu parles à des générations qui sont plus âgées en France, il y a vraiment ce côté-là où on se retient, où on garde pour soi, où voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là de
aujourd'hui, les personnes qui réussissent manquent de retenue. Il y a des gens qui ont lancé un peu cet élan de: «On s'en fout, on arrête en fait d'avoir de la retenue sur le fait qu'on réussisse». Je pense à des gens comme Bernard Tapie, qui était Ouais, vraiment typiquement le profil de: «Je m'en fous, j'ai de l'argent, je le montre, si vous êtes pas content, c'est pareil». Et je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là, effectivement. Mais, je suis assez d'accord, hein, sur le constat, général et empirique. Effectivement, il y a vraiment ce sujet-là. Je sais pas si tu le ressens autant et c'est une vraie question. Tu sais, il y a des réseaux sociaux où effectivement, dès que tu montres quoi que ce soit en termes de réussite, ça va exploser. Tu le sais, tu vas ouais. sur Twitter, par exemple, typiquement, tu sais que ça va péter, quoi, clairement. Est-ce que sur LinkedIn, c'est autant le cas? Parce que Ah j'y oui, réfléchis, mais, je me dis que quand tu le fais, évidemment, il y en a, mais il y a ce côté, prise de position quand même. Si quelqu'un ouais. le montre d'une manière suffisamment intelligente, si tu viens commenter ou dire du post qui est vraiment mauvais et cetera, est-ce qu'il y a pas ce côté-là aussi de dire: «Ah putain, il y a mes pairs qui vont me voir». Alors si je suis entrepreneur et que je critique quelqu'un ou même enfin, si je suis entrepreneur, si je suis même indépendant, freelance ou que je suis un entrepreneur qui pense pas vraiment comme un entrepreneur, est-ce que je vais pas me fermer des portes? Est-ce que je vais pas me fermer des relations qui justement sont pas d'accord avec cette idée? Est-ce qu'on le retrouve autant Ah sur ouais, ouais. LinkedIn, cet Non, aspect-là? énormément. Et le OK. truc, c'est que sur LinkedIn, tu as toute une catégorie de personnes qui, quand surtout ils voient des jeunes réussir dans leur domaine et être fiers de leur réussite, parce que moi j'appelle pas ça du manque d'humilité, Mmh. Bien sûr. j'appelle ça être fier, tu vois, de ta réussite. Et après j'aurai un exemple en plus, et ils sont dans les commentaires et là ils te détruisent, tu vois. L'autre fois, Mathis Clouet, il a partagé sa nouvelle voiture, je sais plus ce que c'est, je me rappelle même plus. Brabus, un Heu, truc, il bon, me en semble. tout cas, il a partagé une photo, mais il se la pète pas, tu vois? Il a juste dit, voilà, j'ai cette nouvelle voiture, enfin comme tout le monde aurait pu faire. Et c'est pas grave, tu vois? C'est dans sa ligne éditoriale et tout. Mais le nombre de personnes qui avaient même pas été sollicitées, qui sont venues le juger: «Ouais, mais tu sais qu'avec cet argent, on pourrait sauver la France». De quoi? Avec l'argent d'une voiture, on pourrait sauver la France? Les gens, en fait, ils sont trop à l'ouest, tu vois? Et l'autre fois, Mmh. pareil, il y en a une que je suis sur Instagram, je sais pas si tu connais Gamze? Heu, c'est une femme entrepreneur, qui s'est expatriée en Espagne, qui fait pas mal d'argent, qui a des super cars. Et elle, en fait, elle casse plein de clichés, tu vois? Elle est femme célibataire avec son enfant, elle a des super cars, elle est passionnée, tu vois? Elle a des tatouages, elle a les cheveux, rouges, elle a des piercings, enfin elle casse énormément de clichés. Et une fois, elle avait mis, en avant ses voitures, c'était sur Instagram, pas LinkedIn. Ses voitures et le fait que je sais pas si elle avait pas fait un vol en jet privé ou quoi. Et en fait, il y en a qui l'ont critiqué et tout, et qui ont dit: «Ouais, ça c'est des faux riches parce que les vrais riches, ils ont pas besoin de montrer ça». Et là, elle a dit un truc pertinent et je me suis dit: «Mais en fait, c'est bon, elle a fini le débat», tu vois? Elle a dit: «Mais oui, moi, je suis pas une riche de base. Je suis né dans une famille pauvre. Du coup, tout ça là, ça me paraît irréel. J'ai des putains de voitures, je peux aller en jet privé et tout. Ouais, je suis pas une vraie riche. J'ai pas une descendance riche. Pour moi, tout ça, c'est pas normal». Du coup, je le partage. Alors que quelqu'un qui est né dans la richesse, qui est né dans le fait d'aller en vacances en jet privé, d'aller au ski, louer des chalets à 50 000 ou 100 000 la semaine et tout, pour lui, c'est normal. Et du coup, c'est pas un manque d'humilité ou quoi, c'est juste qu'il y a tellement de contraste entre ce que tu faisais quand tu étais petit et maintenant que tu vois, tu es trop content et tu es excité. Moi, là, le fait de juste pouvoir me dire: «Bah, tiens, je me barre de la France, je vais en Asie pendant 6 mois», mais je suis excité, tu vois? Je suis heureux. Tu vois? Quand j'en parle à chaque fois, je suis trop content parce qu'avant, c'était impossible. Avant, bah, je voyais mes parents qui devaient aller au travail le matin à la bonne heure, tout le temps, et ils ont jamais pu prendre des vacances de plus d'une semaine, tu vois? Mmh. Et tout ça, en fait, c'est normal, c'est pas grave, c'est juste les gens qui sont différents et il y a pas de souci. Moi, quand je vois quelqu'un qui est ultra content parce qu'il je sais pas, il a pu s'acheter, tu vois? L'autre fois, il y avait un jeune entrepreneur qui s'est fait insulter, non, pas insulter, mais critiquer parce qu'il était trop content de s'être acheté son premier micro. Tu vois? C'était un micro à 150 €. Il était trop content. Il y a un plein qui ont dit: «Ouais, bah, tu es entrepreneur, un micro à 150 € et tout». Mais je sais pas, c'est trop bien qu'il soit content, tu Mmh. vois? C'est sa première étape de vie d'entrepreneur, il a pu s'acheter un micro à 150 €. Oui, pour certains, c'est rien, c'est un truc que je commande sur Amazon sur un coup de tête, tu vois? Mais lui, il était heureux, tu vois? Genre, Mmh. donc il y a tout un truc où on sent qu'il y a une jalousie et encore une fois,
quand je regarde, parce que moi, je suis énormément les Américains, parce qu'ils ont énormément d'avance dans le marketing et tout. Quand je vois des jeunes entrepreneurs partager des toutes petites réussites ridicules à une certaine échelle, en fait, t'as tous les grandes stars qui l'applaudissent. Tu vois, les profils Insta certifiés, ils disent, ouais, bravo, t'as raison, bravo, bravo. Et alors, on n'a pas que des côtés négatifs, hein, et les Américains ont un côté négatif aussi, c'est qu'ils sont beaucoup, entre guillemets, fake, tu vois, dans leur manière de parler avec les autres et tout. Je dis pas qu'en France, tout est mauvais. La preuve, si je suis encore là alors que j'ai 26 ans, c'est que j'aime la France. J'aime Mmh. la France, on mange bien, c'est beau et tout. Mais il y a une mentalité qui est très, très limitante. C'est pas des croyances limitantes, pour le coup. Mmh. C'est que la mentalité et l'environnement est limitant et empêche beaucoup de gens de se lancer sur YouTube parce qu'ils ont peur de se faire juger à l'école. Tu vois, trop de trucs. Et Mmh. c'est dommage, je trouve. C'est intéressant et limite, j'ai envie de te poser comme question du coup, hem, là aujourd'hui, tu es resté en France, donc c'est que tu aimes ce pays-là. Hem, Est-ce qu'aujourd'hui ta vision ou ta «mission» entre guillemets, c'est très, vague comme terme, mais est-ce que de fait, cette opinion que tu as là et que tu m'exprimes depuis, un petit 4-5 minutes, je sens que ça te tient à cœur. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie des sujets que tu as envie de traiter encore plus, sur lesquels tu as envie de je sais pas si le terme est très exact parce que voilà, mais étant donné que tu as une certaine audience sur LinkedIn, notamment dans le monde entrepreneurial, est-ce que ça ferait partie des choses que aujourd'hui tu considérais comme importantes à traiter, toi en tant que créateur, mais même, de manière générale, que tu aimerais voir être encore plus traité Ouais. dans le monde notamment pro LinkedIn, Mmh. et que tu aimerais voir bouger? Ça fait partie des choses, tu sais, tu me parlais de LinkedIn va dans le bon sens. Est-ce que ça fait partie des choses que tu considérais comme étant allant dans le bon sens et en étant dans le sens que toi tu espères et que tu vises pour l'avenir? Ouais, alors, bon, il y a 2 choses à séparer. Il y a Mmh. qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qui est bien, tu vois, pour la France? Mmh. Parce que c'est pas parce que je veux un truc que c'est bien pour la France et ça, faut vraiment, tu vois, se détacher, beh, encore une fois, comme les contenus LinkedIn et tout, faut se détacher et se dire: «OK, est-ce que là, la France va dans le bon sens ou est-ce que, elle va pas dans le bon sens? Est-ce qu'elle va dans le bon sens et tout?» Donc ça, c'est important. Mais encore une fois, alors oui, je pense que la France pourrait, en termes de mentalité, aller dans le bon sens. Le seul problème, c'est que politiquement, elle va pas dans le bon sens et il y a beaucoup de choses qui vont pas en France sur ça et je trouve ça dommage et encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si je suis déçu de la France, c'est parce que j'aime la France. Mmh. En fait, j'aime tellement la France, je suis tellement reconnaissant d'être né dans un endroit où j'ai pu manger, où j'ai pu aller à l'école, même si j'ai pas aimé l'école et que je trouve que l'école a énormément de soucis en France. Je suis heureux d'être en vie et pas, dans la guerre, tu vois? Genre, pour le coup, je suis heureux et c'est pour ça que je «déteste» entre guillemets la France, c'est parce que je trouve ça dommage comment elle évolue et toutes les ressources qu'on avait pour être un très, très bon pays et qu'on n'a pas assez utilisé et on se fait dépasser par énormément d'autres pays, tu vois? Donc ça, Mmh. c'est important, c'est que je suis pas là pour dire: «Ouais, la France est mauvais et tout, quittez là». Non, la France est bien, on a de superbes bases et tout, mais malheureusement, on a une évolution qui est mauvaise et du coup, moi, ça m'incite à en parler. J'en parle sur LinkedIn, j'en parle sur les OK. réseaux, Ouais, ouais. j'en parle dès que je peux. J'en parle, tu vois? Même de l'éducation nationale. D'ailleurs, ça fait partie un peu de ma ligne éditoriale, c'est de parler de l'école publique française, où j'en parle beaucoup parce que je trouve qu'il y a énormément de soucis, on s'adapte pas. Enfin, l'école publique, on dit qu'elle a 100 ans de retard. Moi, je dis qu'elle a plus de 100 ans de retard, tu vois? En France. Hem et du coup, ça me pousse aussi à réfléchir à des sujets, bah, est-ce que je dois m'expatrier? Est-ce que je dois continuer à payer des impôts dans un pays où, bah, j'ai l'impression de bah, tu vois, là, je suis dans le quartier le plus cher de Montpellier. Au mètre carré, c'est vraiment le plus cher, c'est Port-Marianne, tout ça. Bah, je sors de chez moi, j'ai pas l'impression d'être en sécurité, tu vois? Mmh. Je fais pas sortir ma petite sœur seule dans la rue, Mmh. alors que je suis dans un quartier qui, il y a 10 ans, c'était un quartier bobo, tu vois? Genre, je sais pas et là, je sors, je vois la police qui se bat avec un gars qui sort de prison et qui dit: «J'en ai rien à foutre, moi, je sors de 11 ans de prison», tu vois? Enfin, en fait, il y a trop de trucs, mais là, ça pourrait partir trop loin. Mmh. Heu Mais je comprends. et tu Mais, vois? Enfin, je c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on creuse pas encore ce genre de sujet et je ouais, vais te dire parce que pourquoi. là, on repart sur 2 heures de podcast si tu veux, tu vois? Exactement. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que avant de commencer le podcast, j'ai dit à Léo que l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était qu'il soit frustré de Ouais, ben pas voilà. avoir
traiter certains sujets. Donc ça déjà c'est fait et je vais même encore plus te frustrer pour te dire tous les sujets qu'on n'a pas traités ensemble, Ouais, notamment les premiers principes du lead génération sur LinkedIn. et On ouais. n'a pas tant creusé que ça. Au final, l'avenir de LinkedIn, parce qu'on a parlé un petit peu de l'IA qui arrive, mais c'est plus au présent finalement. Du coup, l'avenir de cette plateforme et même de la création de contenu dans le monde pro de manière générale, c'est des sujets qu'on n'a pas abordés et qu'on ne va pas aborder parce que le but c'est de créer cette petite frustration et au-delà de ça de potentiellement mener un second épisode si ça se fait. En tout cas, j'ai kiffé le faire celui-là, vraiment c'était hyper intéressant Moi et j'ai envie aussi, de vraiment. clôturer en te posant quelques petites questions. J'en ai une première. Euh, Si tu devais, on va essayer de faire une première question sur la plateforme et une deuxième sur toi. Si tu devais résumer un peu euh, ce que représente pour toi LinkedIn en termes d'opportunités pour quelqu'un qui a une activité, qui est indépendant ou qui veut entreprendre, voire créer une boîte, une startup, peu importe en fait dans ce monde-là de manière générale, où tu es maître de tes propres choix en partie du moins, euh, ce qui reste vrai, peu importe pour toi, peu importe l'algorithme, peu importe les tendances, est-ce que tu aurais genre 3 principes fondamentaux de LinkedIn que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Euh, Ce seraient lesquels? En fait, sur LinkedIn, souvent, on y va avec les mauvaises intentions et ça, j'aime bien parce que tu parles souvent d'intention, tu vois? On y va avec l'intention de juste la transformer en, stratégie lead gen. Le Mmh. problème avec ça, c'est que tu vas vite être frustré parce que tu vas te rendre compte que ça prend des fois du temps, tu vas devoir apprendre et tout. Alors que si tu y vas comme un jeu et que tu te dis: «Bah, écoute, LinkedIn, ça va m'apporter plein d'opportunités», ce qui est le cas. Moi, LinkedIn, ça m'a apporté des invitations, dans des énormes événements. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai été à Genève sur la même scène que Gims, pour, faire une conférence et ça, c'est grâce à LinkedIn. J'ai été, dans de superbes conférences, dans de super hôtels invités, tu vois? Enfin, en fait, LinkedIn, c'est une machine à opportunités et ça, tu vois, c'est le premier truc, c'est LinkedIn, faut le voir comme une opportunité pour ta carrière professionnelle de manière générale et pas que pour signer des clients. Dans tous les cas, LinkedIn sera intéressant. Ensuite, LinkedIn, c'est une énorme opportunité, je pense, pour les gens qui veulent partager du contenu, mais qui sont pas dans un mode créateur de contenu. Tu vois, LinkedIn, tu as pas besoin d'être, heu, dans le mode créateur de contenu, hook, tout ça, tu vois? De consommer du contenu pour partager sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est plus une plateforme un peu comme X où tu partages, c'est instantané, tu partages des trucs et ça marche pas, mais tu crées pas de contenu. Tu vois, tu vas pas faire ton reels, faire le hook, faire ci, faire ça, même si tu peux bien sûr et ça évolue LinkedIn, mais tu vas plus partager ta voix que du contenu et ça, c'est bien. Deuxième opportunité et ensuite, en fait, il y a tellement de choses à dire. Tu vois, là, tu me frustres comme tu as Bah, comme bien tu dit. sûr. Mais, ensuite aussi, heu, LinkedIn, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, en fait, LinkedIn, c'est un super canal pour entrer en contact avec n'importe qui et je pense que c'est le meilleur canal au monde pour aujourd'hui, bah, contacter, je sais pas, même, tu veux faire un concept de vidéo avec, Emmanuel Macron, bah, sur LinkedIn, ça va être simple de rentrer en contact avec, son équipe, plutôt que sur Instagram ou par mail. Parce que LinkedIn, les gens sont moins saturés de messages. Tu vois? On Mmh. les sur Instagram, Macron doit recevoir, des dizaines de milliers de messages, chaque semaine. Enfin, je sais même pas tu vois? Entre toutes les insultes, tous les gens qu'il aime et sur LinkedIn, c'est peut-être des centaines de messages, tu vois? C'est pas pareil, Mmh. tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors qu'il a, 1,5 million abonnés sur, LinkedIn, si je me trompe pas. En tout cas, il en a beaucoup. Il fait énormément de vues et tout, mais il est moins demandé et du coup, l'offre et la demande, elle est plus faible. Donc OK, voilà, voilà pour LinkedIn. trop bien. Pour rester sur LinkedIn, mais pas que sur LinkedIn, mais aussi sur toi, Ouais. dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose sur LinkedIn que tu ne fais pas encore toi-même? Tu en comprends la théorie, le principe, tu sais comment ça fonctionne globalement, mais tu ne le fais pas, heu et si oui, c'est quoi et pourquoi est-ce que tu le fais pas? Ah bah, c'est simple, mais en même temps alors, bon, c'est une réponse où je vais un peu tricher, c'était les vidéos. En fait, les vidéos, OK. là, il y a quelques semaines, je me suis dit: «Mais Léo, mais tu fou de pas te lancer en vidéo sur LinkedIn. C'est une opportunité, il se passe des trucs». Je voyais les gens qui avaient des résultats et moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je me spécialise sur LinkedIn et je suis en retard sur ce sujet, tu vois? Donc Mmh.
là, j'ai vu que je manquais quelque chose et que je pourrais prendre du retard sur ça. Du coup, je me suis lancé à fond et j'ai vu une opportunité et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de super résultats sur la partie vidéo. Mais le truc que je fais pas, et ça, je dirais, c'est plutôt par, je pense par flemme, c'est les lives. En fait, LinkedIn a la fonctionnalité live. J'en fais Mmh. peut-être une fois tous les ans. Je devrais en faire une par semaine. Je devrais avoir une, tu vois, une émission où j'invite un entrepreneur connu ou moi ou quoi sur LinkedIn. On partage. Mais ça, c'est parce que j'aime pas les contraintes de temps. Tu vois? Donc là, ça me frustre un peu. Tu vois, ce truc, je me Mmh. dis, faut que je fasse un truc et je le ferai. Mais faut que je trouve un format qui, justement, s'adapte aux jeux vidéo de ma vie, tu vois? Vu que moi, ma vie, Mmh, c'est un d'accord. jeu, j'aime jouer. Là, je suis content aujourd'hui, tu vois? J'ai pas l'impression, on n'a pas travaillé là, tu vois? On a discuté et moi, c'est ça, tous les jours. Alors oui, il y a des trucs qu'on n'aimerait pas, la compta, tous ces trucs, moi, des fois, ça m'énerve un peu. Mais de manière générale, 90 de ta vie doit être un truc que tu kiffes. Le matin, tu te lèves, tu dois kiffer et chaque jour, ajouter un truc qui te fait kiffer. Tu vois? Ça peut être tout bête, mais à la fin de la journée, bah, finir ta journée en allant, au cinéma, voir un truc que tu kiffes ou en allant te faire un massage. Tu vois? Ajouter un truc qui va te motiver et qui va, tu vois, faire que ta journée va être différente des autres et pas juste une routine. Moi, Mmh, j'aime c'est pas la intéressant. routine. J'aime la routine dans le business, respecter des habitudes et tout, mais par contre dans ma vie perso, j'aime faire des, tu vois, l'autre fois, sur un coup de tête en 1 minute, je me suis dit: «C'est bon, ça me saoule, je vais au Vietnam». J'ai pris un billet aller, pas de retour. Point, tu vois? Rien de plus. Donc là, ouais, j'aime bien cette façon de faire. OK, trop bien. Écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Léo Ben merci pour, à toi. pour ton temps, pour ta présence dans ce podcast. Encore une fois, pour toutes les personnes qui ont apprécié nos discussions, qui ont, compris certaines choses, qui ont envie de réagir, d'interagir avec ce podcast, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. Vous avez, accès à un espace commentaire, à des likes, au bouton s'abonner, à la petite cloche. Merci beaucoup pour votre temps également d'écoute. Si vous en êtes encore là, c'est une très belle preuve de temps d'attention, importante et c'est une qualité très rare aujourd'hui. Merci beaucoup pour, votre attention. Merci Léo et on se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Merci tout le monde, merci à toi.